Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 9e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Manon, Maïwen et Bastien. Manon est éducatrice canine en méthode positive et bienveillante, et vous l'avez déjà peut-être entendu dans l'épisode 1 du podcast. Maïwen et Bastien sont les heureux humains d'un torrent d'énergie prénommé Genep. Dans cet épisode, Maïwen et Bastien nous parlent de leur histoire pleine de rebondissements, de l'adoption de Genep dans un refuge, au parcours de rééducation dans lequel ils ont dû se lancer aux côtés de Manon. Ils nous racontent tous les trois comment Genep les a fait évoluer. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Manon, Maïwen et Bastien. Bonjour à tous. Bonjour. Comme vous pouvez l'entendre aujourd'hui, donc je ne suis pas accompagnée de un invité ni de 2, mais bien de 3 invités. On va directement passer aux présentations. Je vous laisse vous présenter. Qui commence ? On démarre par moi, on démarre par le meilleur évidemment. En fait, on m'a déjà entendu, moi, je suis passée sur le premier épisode, mais quand même, je vais me représenter pour ceux qui n'ont pas eu l'honneur de m'entendre. Je m'appelle Manon Persegol, et je suis éducatrice canine. Je travaille sur Lyon et sa région. Et mon entreprise, accessoirement, s'appelle Good Doggy. Ok, et donc on rappellera que l'épisode 1 n'est pas un prérequis à écouter celui-là, mais qu'on vous invite fortement à aller l'écouter, bien sûr. Nous, on fait peut-être une présentation groupée. Donc, Maïwen et Bastien, donc en couple, heureux en couple, et surtout les heureux partenaires de Genep, notre petit loulou. Donc voilà, c'est un croisé Amstaff qui va avoir 3 ans bientôt. Et qui vit avec nous depuis maintenant 2 ans et avec lequel on a plein de choses à raconter. Adopté dans un refuge connu de Lyon, mais pas le meilleur refuge, mais au moins on a fait de la rééducation derrière et ça nous permet d'avoir un super chien aujourd'hui. Avant de parler de Genep, qui est effectivement un cas intéressant, je voulais revenir un peu sur votre expérience avec les chiens avant d'avoir Genep. Du coup, respectivement, tous les deux, quelles étaient vos expériences avec les chiens avant de l'avoir ? Quand j'étais plus jeune, que j'étais ado, on a eu un Shih Tzu, donc rien à voir avec le croisement qu'on a là. Mais voilà, chien de famille, mais bon, j'étais ado, c'était pas forcément moi qui m'en occupais. Et Genep, c'est mon premier chien, voilà. Moi, je suis issue d'une famille où on a toujours eu des chiens depuis que je suis toute petite. Donc, je suis née, mes parents avaient déjà des chiens, j'en ai eu toute ma vie. Mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, comme Bastien, ça a été mon premier chien à moi. Donc, la première fois que j'ai eu à éduquer à proprement parler un chien, parce qu'en fait, les chiens que j'avais quand j'étais petite, oui, j'avais l'impression d'être la maîtresse, qui allait les balader une fois par mois peut-être. Parce que c'était des chiens qui étaient tout le temps dans un jardin et qu'on sortait du coup quasiment jamais. Et éduqué par mes parents de manière plutôt coercitive. Moi, il me paraissait très heureux à l'époque, mais c'est vrai que là, avec le recul, quand tu découvres l'éducation positive, tu te dis « Oh mon Dieu, j'ai maltraité des chiens pendant tout ce temps !» Ouais, je crois qu'on a un peu tous vécu ça. Hein. Ah ouais, c'est-à-dire, on prend le recul en étant adulte avec nos propres chiens, et en se rendant compte que les chiens que nos parents avaient dans les jardins qui sortaient pas, ils étaient pas si heureux que ça. Alors je dis pas que c'était le cas pour tous, ne faisons pas de généralité, mais c'est vrai que même moi, quand je prends du recul, je suis en fait ils sortaient pas du tout. Est-ce qu'ils étaient malheureux ? Je préfère me dire que non, tu vois, dans mes souvenirs. Mais bon, c'est sûr que c'était pas du tout la même méthode d'éducation. Et que heureusement que l'éducation a évolué aujourd'hui, parce que je pense que Genep s'en serait pas sorti avec une éducation comme ça. Puis on s'en serait pas sorti avec lui avec une éducation de ce type-là. Donc, mais voilà, Genep, premier chien qu'on a eu vraiment à nous tous les deux. Et puis, comme dit Bastien, on s'est lancé un petit défi sur le premier, quoi. Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre un chien ? Moi, j'ai forcé. Non, j'avais aussi envie d'avoir un animal de compagnie. Moi, j'avais très très envie, et au début, on a été dans un premier refuge où on avait rencontré un premier chien. On avait eu un vrai coup de cœur sur le chien là, mais c'était un chien qui s'annonçait très très compliqué parce qu'il était... Qui avait fait plusieurs années de refuge, qui avait
un peu perdu confiance en l'humain et tout, donc on s'est dit ça va être un peu... En plus, une taille assez importante, faut dire qu'on vit en appartement. C'était un chien qui avait déjà 7 ans et il était depuis 1 an et demi au refuge quand on a été le voir. Et surtout, en fait, le propriétaire qu'il avait eu avant ne l'avait que dans son jardin. Il n'était jamais rentré dans une maison, jamais rentré dans une voiture ou quoi que ce soit. Il était là juste dans le jardin pour en fait garder la maison. Ah ouais. On l'avait vendu comme étant un chien qui avait peur de tout le monde et qui allait très certainement nous ignorer en nous rencontrant. Et en fait, quand on l'a rencontré, il est tout de suite venu jouer avec nous. Donc là, gros coup de cœur, tu te dis « Ah, c'est le chien parfait, je le veux ». Et puis c'est vrai qu'effectivement, quand on est rentré après, quand on a réfléchi, Bastien était plus raisonnable que moi. Il m'a dit « Oui, mais attends, nous on est en ville, il va falloir qu'on sorte tous les jours. Il sera sur des trottoirs avec des voitures qui passeront juste à côté et tout le temps, parce que quand on sort, on est immédiatement sur la rue. » Ouais. Donc très très compliqué. Et en fait, après ça, quand Bastien m'a dit non, enfin qu'on a dit non tous les deux parce qu'il m'avait quand même raisonné et que j'étais d'accord avec lui, c'était vraiment quelque chose de trop compliqué. Dans un premier temps, j'ai plus voulu entendre parler de chien. J'ai dit si j'ai pas eu le chien que je voulais, je veux plus de chien. Et finalement, si au bout de 4 mois, on est retourné dans un autre refuge, donc pas le même refuge où on a vu pour le coup Genep. Et là, on avait deux chiens qui nous ont bien plu. Un de nouveau Reboulette où ils ont même pas réussi à le sortir de son... Le chien voulait même pas mettre la laisse, il avait peur de la laisse et tout, donc là c'était vraiment un gros cas quoi. Bah c'était un chien de chenil. D'accord. Ouais. Donc impossible de le sortir du box. Et Genep où on nous a dit oui c'est un croisé Amstaff, on vient de le récupérer, tout va bien. Ça fait 2 semaines qu'il est au refuge et tout va bien, il y a aucun souci et tout. Et le chien en plus était trop beau, trop mignon. Il quémandait à travers la grille des câlins, des caresses et tout. On s'est dit franchement il a l'air trop cool. Puis en plus ils nous ont dit oui, il a passé le diagnostic avec le vétérinaire, aucune agressivité, aucun problème. Oui parce qu'il faut aussi spécifier que effectivement donc Genep c'est un croisé. Alors, Amstaff, il n'y a aucun doute, il a la gueule du staff et tout, enfin voilà. On sait pas trop avec quoi, mais surtout s'il a vu un vétérinaire comportementaliste pendant qu'il était en refuge, et c'est pas un chien catégorisé. Oui, parce qu'à savoir, normalement, il faut préciser aussi que normalement, et c'est ce que nous ont dit tous les vétérinaires qu'on a vus depuis, le vétérinaire qui l'a décatégorisé a été très très joueur. Parce qu'en fait, d'office, les croisés catégorisés sont censés être catégorisés. Oui, c'est pour ça qu'on m'avait dit, j'ai fait « Ah oui, il n'est pas catégorisé ». Le vétérinaire qui a fait ça, c'est lancé un petit challenge. Non mais c'est pas la première fois que j'entends ça. On a quand même pas mal de vétérinaires dans certains refuges qui vont un petit peu jouer sur les noms de race pour genre croisé boxer, alors qu'on le voit que c'est un American Staff. On le sait Jean-Pierre, ok. Mais pour que ce soit plus simple, parce que quand on sait que pour avoir un chien catégorisé, il faut avoir comment dit-on, une assurance, le permis de détention, tout ça, et ben du coup ça rebute beaucoup de personnes. Donc il y a certaines manipulations comme ça pour faire en sorte que le chien ne soit pas sous couvert de oui mais il a pas la bonne taille, tout ça, parce que ça répond sur les croisements à des normes physiques, morphologiques qui sont un peu bon genre c'est précis mais en fait non, tu vois, ça veut un peu tout et rien dire. Mais c'est vrai que quand on voit Genep, oui concrètement je pense que c'est le vétérinaire qui a joué dessus pour faire en sorte que ce soit plus simple. Il a la gueule du Amstaff. Il a vraiment la gueule du Amstaff. Il a la tête du molosse, même s'il n'a pas explosé en termes de musculature comme on peut voir sur certains Amstaff, il est quand même assez fin. Mais il a la tête du molosse, enfin voilà. Ouais, et puis ils nous ont dit, je pense que eux aussi ça les arrangeait peut-être qu'on récupère le chien. Les Amstaff, ils en ont à tire-larigot, c'est des chiens qui sont abandonnés, j'ai envie de dire, tous les 4 matins. Donc je pense que ça les arrangeait. Ils nous ont aussi dit qu'au niveau du diagnostic, ils avaient testé le mordant et qu'il n'y avait absolument aucun mordant chez Genep. Ils nous ont dit chien, pas de soucis, c'est un petit chiot de 8 mois, vous allez voir. Oui, il est un petit peu folichon, mais comme un chiot. Il y avait aussi la question de l'appartement aussi. Et en fait, ils s'étaient renseignés, ils vivaient déjà en appartement. Donc là-dessus, ils nous ont dit non, c'est bon, même si vous êtes en appartement, ça dérange pas, tout ça. Et puis après, on a su quand même que la personne l'avait abandonné parce que il s'est rendu compte de la taille que commençait à prendre le chien, qui apparemment était puis le temps que ça prenait pour s'en occuper quoi. Donc clairement c'était quelqu'un qui avait pris le chien, on sait pas, mais sûrement une portée d'un copain, un truc, voilà, il avait récupéré le chien comme ça, et puis quand il assumait plus, il l'a posé au refuge quoi. Comme pas mal de gens malheureusement en fait, des gens qui ont pris un chiot sans se rendre compte de ce que ça allait être à la taille définitive, qui se sont dit tiens c'est rigolo un chien, je pourrais le câliner 1 fois par jour et ça suffira. Oui, puis généralement c'est vers 8 mois. Voilà. À 8 mois, quand ça commence à avoir un physique d'adulte avec le mental d'un gosse, ils font c'est embêtant en fait un chien. Ouais, c'est ça, parce que nous effectivement à 8 mois il pesait déjà dans les 18 kilos je crois.
il avait pas tout à fait sa taille adulte. Ouais, il a encore, ça, pour le il a encore coup, pris le un peu, refuge nous avait quand même un peu prévenu. Ouais, ça, on sait. C'est le seul point où ils nous ont dit attention, il va peut-être encore un peu grandir. Mais c'est vrai que clairement, je pense que on n'avait pas conscience. On va pas se mentir. Quand on a récupéré le chien, on s'est dit oh c'est trop mignon, oh ça va être trop cool avec lui et oh surprise. Après, il faut aussi parler. Donc, effectivement, ils l'ont sorti dans leur terrain. Ouais. Donc là, Genep, enfin Vegas à l'époque, mais Genep courait mais comme pas possible. Alors là, on se dit waouh, il est quand même énergique. Mais encore une fois, le refuge, non mais vous inquiétez pas, c'est juste parce qu'il est dans son box. Là, ça fait 2 semaines qu'il est au refuge. C'est la première fois qu'il sort du box. Ah, Tout va bien. Là, C'est déjà, normal. tu dis, ok, le chien, ça fait 2 semaines qu'il est au refuge, il est pas sorti de son box. Alors, ça explique le fait qu'il court partout. On verra après que il y avait pas que ça. Mais bon, là quand même un petit tilt. Et là, May, elle me dit, t'es sûr? Avec la voix comme ça. Bastien, tu es sûr de toi? Et puis je me dis, ouais, bah voilà, c'est bon, il est pas sorti de son box depuis 2 semaines. C'est l'histoire de quelques jours. Et puis il va se calmer. Ouais, il y avait de toute façon le coup de cœur pour ce chien. Puis voilà. Alors, juste avant de passer à l'histoire de Genep, je voulais revenir un peu sur les critères de recherche que vous aviez. Est-ce que vous aviez, je sais pas, un type de chien en particulier, un gabarit On n'a Alors, pas du tout respecté Comment nos ça critères. s'est passé? Attends, moi je veux dire quelque chose. On entend sa voix, mais on ne le voit pas du coup. Bastien, il faut imaginer ancien militaire. L'un des premiers critères, c'est on voulait pas un trop gros chien, mais par contre, il fallait pas que ce soit un petit chien parce que je suis un mec quand même. Tu vois. Oh, t'exagères, c'est pas ça. Un petit peu quand même. Mais voilà, je je voulais pas un voilà, petit chien. C'est vrai que je voulais quand même un chien, mais que pas forcément énorme, mais je voulais quand même un chien quoi. Sinon, je Il prenais un voulait chat, pas de quoi. chihuahua Voilà. quoi. Clairement, chihuahua c'était hors catégorie pour lui. En fait. Il y avait aussi le fait que je voulais faire du sport avec, je voulais courir avec Ouais. et tout, etc. Donc il fallait quand même. Oui, parce qu'il faut dire aussi l'une de nos motivations, c'est qu'on s'est dit on a envie d'avoir un chien parce que tous les deux on a eu des chiens dans nos vies avant. Mais c'est vrai qu'on s'était dit ouais en plus un chien ça va nous permettre de vraiment tous les jours on aura besoin de le sortir le matin et le soir et en fait ça va nous faire nous bouger aussi. Et c'était un peu peut-être le critère un peu moins avouable, mais ça Là, pour le faisait coup, il partie est vachement des respecté critères. le critère. Ouais, celui-là, il est bien respecté. Mais c'est vrai qu'on s'était dit, ouais, il nous faut un chien quand même qui soit actif, pas trop actif parce qu'on n'est pas non plus des grands sportifs. On veut un chien qui puisse venir courir avec nous quand on a envie d'aller courir. Moi, à l'époque, j'avais ma famille qui avait une maison en montagne. On voulait un chien qui puisse aller en montagne et qui soit tranquille parce qu'il y a aussi des chiens, les escaliers c'est déjà problématique, tout ce qui est monté c'est problématique. Donc c'est vrai qu'on avait regardé une race qui soit pas non plus trop sportif. On savait très bien que le husky c'était juste pas gérable pour nous. Là où on s'était très bien renseigné, c'est que l'Amstaff, on ne savait pas du tout si ça rentrait dans notre catégorie ou pas. Et on s'est dit, oh, trop cool, allons-y. Mais c'est clair, on cherchait un chien qui soit... En fait, en gros, nos critères, c'était qu'il nous plaise déjà, qu'il soit apte à aller en appart, un chien qui soit capable de s'entendre avec les chats, qui soit capable de s'entendre avec les enfants, qui soit capable de s'entendre avec les autres chiens. Donc là, déjà, quand tu rentres dans les refuges, en général, on te dit, ok, c'est bien. On a déjà bien des critères pour en éliminer quelques-uns. Oui, Et puis après, il y avait aussi le critère de l'âge. Vu qu'on adoptait, enfin nous à la base, on voulait prendre un petit vieux qui termine sa petite vie tranquille. Ce qu'on n'a voilà. pas fait. Ce qu'on a au final 8 mois, pas donc. fait du tout parce que on a eu le coup de cœur sur encore un chiot à l'époque, il avait 8 mois. Ouais. Mais c'est vrai qu'à la base, on avait ce critère-là que pour le coup, on n'a pas du tout Ouais, Et respecté. puis, ouais. si je puis me permettre, du coup, vous n'avez absolument pas cherché une race dans un élevage. Hein. Non. Vous Ah, pas avez du aussi tout. Ah, le non, non. critère d'une Ah adoption. ouais, dans tous les cas, c'était adoption. Ouais, on voulait. Moi, j'étais vraiment partie en mode je veux sauver en fait. Je veux sauver un chien. Je veux aller chercher un chien pour le sortir d'un refuge. On n'avait pas de critères de race non plus spécifiques. Si ce n'est qu'il fallait qu'on fasse attention quand même que ce soit pas une race intenable en appartement. Mais on n'avait pas ces critères-là. Et on voulait vraiment le prendre en refuge, effectivement. Ok. Bon, du coup, on va passer au cœur du sujet, l'arrivée de Genep. Comment ça s'est passé? Alors, qui se lance pour nous Bon, décrire déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on lui a pas simplifié la tâche. Clairement pas. Au chien. En fait, on l'a adopté le jour de l'anniversaire de ma maman. Joyeux anniversaire, maman. Quand elle nous a vu arriver, parce qu'en plus, du coup, forcément, on a été voir ma maman, donc qui habite dans une maison dans les Monts du Lyonnais, le soir même avec le chien. Déjà, ma maman, quand elle a vu arriver croisé Amstaff, donc autant dire que déjà, quelqu'un qui ne connaît pas croisé Amstaff, il s'en fout du mot croisé. Il a la gueule de l'Amstaff, donc elle m'a dit, t'as pas fait ça. Non, mais tu m'as pas fait ça. T'as pas pris un Amstaff. Non, il est croisé. Ça compte ou pas? Donc déjà,
pas du tout simplifié la tâche, mais en même temps, on s'attendait pas à ce que ce soit. Il y a plein de choses qu'on connaissait pas au final sur le chien, forcément. Oui, mais jamais vous feriez ça maintenant. Totalement. Ça te paraît dingue d'avoir fait ça. pas Ça du l'était. tout, mais Ça me paraît totalement fou d'avoir fait ça. mais c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Donc c'est vrai qu'en fait, direct, on le ramène dans une maison avec un grand jardin. On le lâche dans le jardin en se disant fais ta vie, mon petit. Et là, folie, quoi. En fait, le chien, il nous a beaucoup impressionnés, mais pas dans le bon sens. On était un peu... Je pense que, on était un petit peu... On va pas se mentir, un petit peu paniqué quand même par le chien, premier soir. On s'est dit, qu'est-ce qu'il faisait ? Ça pue pour nous. Il était tout le temps en train de courir, tout le temps en train de gratter les fenêtres. Quand on le rentrait, il sautait dans tous les sens à l'intérieur de la maison. Il était vraiment pas tenable. Et en fait, vraiment, on s'est dit, mon Dieu, on a fait quoi ? Tellement que, en fait, donc à cette soirée-là, il y avait notre beau-frère et qui a dit si vous voulez, j'ai une cage pour faire dormir, pour les chiens, quoi. Et en fait, effectivement, on a dû en venir là pour que le chien se calme. En fait, quand on est rentré chez nous, on a dû le faire dormir en cage. Et en fait, c'est le seul moment où le chien s'est posé, s'est allongé et a dormi, quoi. Sinon, il n'y arrivait pas. Sinon, il n'y arrivait pas. Parce qu'en fait, pour lui, alors ça, après, on l'a vu après avec Manon, mais ça a été, je passe de j'ai le droit à rien à j'ai le droit à tout, quoi. Et donc, en fait, pour lui, c'était juste une explosion. Il était, entre guillemets, trop content. Mais ça a explosé. Il courait partout, il reniflait partout, il sautait et tout. Et en fait, on a dû, entre guillemets, le réenfermer pour qu'il se calme. Parce que sinon, vraiment, c'était impossible de remettre du contrôle. Par un cadre physique, par la cage à ce moment-là. Mais je trouve pas ça déconnant. Enfin, que ça m'étonne pas que ça l'ait posé d'un coup, d'avoir enfin cette cage pour arriver à se poser, souffler, parce que de toute façon, on avait bien compris, après on l'a su sur les mois à venir, que rien que la liberté, ça a été une étape à franchir. Après, dans l'appartement, c'est autre chose, mais en extérieur, la liberté, ça a pris beaucoup de temps. Oui, et puis on a fait, avec le recul, on a fait n'importe quoi les premiers jours. C'est-à-dire que moi, le lendemain matin, je l'emmenais en parc à chiens. Bonne idée aussi. Allez, on va voir. Bonne idée aussi. Non, mais en fait, encore une fois, on a été dans un refuge où on nous a mal informés, malheureusement, et ça arrive. C'est quelque chose qui arrive encore. On n'est pas les premiers, on n'est certainement pas les derniers à qui ça va arriver. Et moi, le lendemain matin, toute pénaude, tranquille, allez, j'ai mon chien, je suis gentille avec lui, je veux bien m'occuper de lui, je l'emmène dans un parc à chiens. Et parc à chiens, globalement, après, avec les autres chiens, c'était parfait. Hein. Il était content, il voyait d'autres chiens, il était super content. Par contre, pour le faire sortir du parc à chiens, ça a été la croix et la bannière, quoi. Il a fallu y aller. Puis en plus, j'y suis allée le premier jour toute seule. Pas de Bastien avec moi, donc toute seule avec mon chien. Et c'est mon nouveau chien. Donc ça a été... En fait, dans le parc à chiens, tout allait bien. Il était très très excité. Il a quand même... quand je dis tout allait bien... Il a quand même renversé une dame. Si pour nous, à notre échelle, maintenant, est relativement normal. Mais bon, c'était une journée comme une autre. Non, mais encore aujourd'hui, ça pour le coup, il pourrait le faire. Parce que le problème, c'est que quand ce chien court, il ne regarde pas où il court. Il ne regarde pas devant lui. Donc du coup, il a renversé une dame. Mais ça m'a pas tellement mis la puce à l'oreille à ce moment-là. Je me suis pas dit, tiens, le chien est fou, il renverse une nana. Par contre, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que quand j'ai voulu le raccrocher à la laisse, il a commencé à choper la laisse pour se libérer. Donc à mordiller. Là, je dis, ça m'a mis la puce à l'oreille. Oui et non, parce qu'au tout début, ça m'inquiétait pas plus que ça. Je me suis dit, mais en même temps, là, je l'emmène à un parc à chiens. Le chien, il a pas été sorti de son box pendant 2 semaines. Donc là, c'est normal qu'il ait envie de rester dans le parc à chiens et il y a pas de souci. Mais c'est en fait... au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un petit souci, et au fur et à mesure des balades, moi de plus en plus il chopait sa laisse, il avait des petites réactions un petit peu qui commençaient à mettre la puce à l'oreille, des choses qu'il faisait pas beaucoup avec Bastien. Peut-être préciser de suite, comme ça les gens sauront que en fait avec Mewen on n'a pas du tout le même ressenti avec le chien, et surtout on n'a pas eu le même vécu tous les deux à l'arrivée du chien, parce que le chien avait tout simplement un comportement totalement différent entre nous deux. On s'est rendu compte, alors on a su qu'il avait un maître masculin, un homme, et en fait il s'avère qu'on s'est au bout de quelques jours rendu compte que il avait peur des hommes, donc de moi. J'avais même du mal à l'approcher pour le câliner, lui faire des caresses et tout, les oreilles en arrière, tous les signes de peur, quoi. Et par contre avec Mewen, quand j'étais pas là, c'était je te fais payer toutes les peurs que j'ai. Il déchargeait complètement. Il déchargeait complètement sur Mewen. Donc du coup c'est vrai que le ressenti, le vécu qu'on a avec le chien est totalement différent tous les deux. Donc oui, c'est vrai qu'on a eu un vécu totalement différent, ce qui faisait qu'au début j'avais aussi un peu du mal des fois à dire à Bastien, ah ouais mais le chien il est bizarre.
pourquoi il est bizarre, non, je trouve pas forcément. Donc c'est vrai que ça a été plus sur le temps. Et puis au début, en fait, vu qu'on l'a pris dans un refuge, très beau refuge, qui nous ont proposé des cours d'éducation gratuits avec des partenaires, on a fait le choix d'aller dans un club canin. On a expliqué justement qu'effectivement, avec Bastien, on n'avait pas du tout le même ressenti au niveau du chien. Que le chien, moi, quand j'étais seule avec le chien, il m'écoutait pas du tout. Que c'était compliqué, les balades. Qu'il y avait des balades, voire même où je me faisais pincer. Donc, pincer, définition de pincer. Le chien ouvre la gueule, prend la main dans sa gueule et ne referme pas très fort, mais referme quand même un peu. Ça, les vêtements, enfin tout. Il saute. Donc, il sautait, il déchargeait complètement sur moi. Et donc, quand on a expliqué ça au club canin, on a fait 2 séances dans ce club canin pour dire à quel point c'était cool. Première fois, ils nous ont dit bon bah madame, il faut que vous dominiez ce chien et que vous lui montriez que au niveau de la meute, vous êtes au-dessus de lui et non en dessous de lui, parce que pour l'instant il a son alpha et il considère que vous êtes en dessous de lui. Là encore, on voit que l'éducation était vachement bonne, quoi. Donc du coup, oui, je veux bien, mais comment je domine mon chien ? Ah bah c'est simple, vous attrapez les pattes et vous le mettez sur le dos. Ouais, Genep fait ça. Alors, Genep, je rappelle, croisé Amstaff. J'attrape les pattes, je le mets sur le dos. Comment dire qu'il n'a pas aimé ? Et c'est quand même une école canine, un club canin recommandé par le refuge. Ouais. Donc nous, entre guillemets, on y va en confiance en se disant... on n'avait pas encore tous les concepts, etc. sur l'éducation canine. Et on s'est dit, c'est des gens à qui on peut faire confiance. Ils sont quand même conseillés par le refuge, quoi. Donc s'il dit ça, c'est peut-être un truc à faire... quelquefois pour on va dire mettre sur le chien sur les rails et puis après on arrête, quoi. Puis on n'avait pas de connaissances spécifiques sur l'éducation aussi positive. C'est-à-dire que encore une fois, on le redit, mais avec Bastien, notre premier chien à nous deux, moi les chiens que j'avais déjà eu dans ma vie, l'éducation des chiens c'était plutôt coercitif sans être non plus mais voilà. Donc au début quand tu me dis ça me choque pas plus que ça. C'est l'étape suivante en fait qui m'a choquée. C'est-à-dire que quand je reviens la fois suivante en disant non, ça a rien changé, le chien il est devenu fou quand j'ai mis sur le dos, que dalle. Ah, bon on va passer à l'étape d'au-dessus. L'étape d'au-dessus, c'est-à-dire alors vous le mettez sur le dos et s'il réagit mal, vous l'étranglez un coup. Je l'étrangle un coup. C'est-à-dire, je vais étrangler mon chien. C'est-à-dire que j'ai été adopter un chien en refuge pour l'étrangler. Oui, c'est un concept qui ne me va pas. Et puis c'est rapide en plus. C'est que si jamais le mec, la première fois, ça marche pas, direct, on passe au cran du dessus de l'étranglement. Puis si ça passe pas, tu passes le cran du dessus avec un étranglement avec des pics. Si ça passe pas, après, t'as l'électrique. On adore. Non mais vraiment, ça monte très très vite. C'est pour ça qu'il faut que le chien soit... Vraiment, pour le coup, c'est vraiment de la soumission. Mais pas dans le sens hiérarchie, mais le breakdown du cerveau, quoi, qui abandonne, vaut mieux qu'il abandonne très très vite. Parce que c'est pas dans son intérêt de continuer, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, quand on a quelqu'un qui vient et puis qui vous dit que oui, c'est le chef de meute, évidemment, comme en plus on voit Genep qui se tient à carreau en face de lui, qui n'a pas les mêmes comportements, tu sais, quand tu penses à ça, ça te paraît cohérent. Oui, et du coup, elle non, c'est pour ça qu'il lui saute dessus. Ça paraît raisonné, sauf qu'après, quand tu te rends bien compte que c'est une notion qui est erronée, que ça n'a rien à voir avec ça, alors là, oui, ça devient fou. Mais on peut entendre et comprendre que des personnes qui n'ont pas des connaissances éthologiques, qui débarquent avec leurs chiens, qui sont désespérés qu'on leur raconte ça porte sens dans les faits, en fait. Ouais, puis au-delà de ça, y a déjà ça, on a confiance au refuge, on a confiance au club canin, on accorde notre confiance parce qu'on est bien conscient qu'on est débutant. Et puis même, moi, au niveau de mon entourage, on a aussi forcément les stéréotypes de l'Amstaff. Donc l'une des premières choses qu'on nous a dit dans notre entourage, c'est « Oh, vous avez un Amstaff, il va falloir le briser ». Ouais. Donc c'est clair qu'en fait... ça m'a fait tilter. Quand il m'a dit « Oui, il faut étrangler votre chien », je me suis dit « Ouh ». Ok, donc ouais, je l'ai fait. C'est con à dire, avec le recul, clairement je le regrette, jamais je le referai aujourd'hui. Mais sur le coup, je dis s'il faut que j'en passe par là en fait, et bêtement je l'ai fait. Et Bastien était avec moi la première fois que je l'ai fait, et on s'est tous les deux dit non. En fait, non, et on va pas retourner au club canin parce que là, en fait, la terreur qui est passée dans les yeux du chien, parce que c'était vraiment de la terreur, c'est pas possible. Il était paniqué, il a pas compris ce qui se passait, et clairement c'est pas lui donner une solution et une clé que de lui dire écoute, si tu m'écoutes pas je t'étrangle, parce que vu la panique qu'il y a dans son regard,
il comprenait même pas pourquoi je l'étranglais, quoi. Donc ça sert à rien si c'est pour le faire paniquer et qu'il ait peur de moi, comme il avait peur à l'époque de Bastien, parce que c'était de la peur. Quand Bastien s'approchait trop vite pour le caresser, le chien immédiatement s'allongeait, les oreilles en arrière. Donc pas du tout de confiance. Et ouais, donc des débuts difficiles avec Genep, vraiment pas facile, où ça a été un peu la désillusion, où on s'est rendu compte que... à peu près à partir de ce moment-là, où là on s'est dit, on fait n'importe quoi, clairement, mais en même temps on a un chien qui fait lui aussi n'importe quoi, donc il va quand même falloir trouver une solution à un moment donné, et il y a eu quelques jours, quelques semaines là, où en fait on était perdu entre un chien qui faisait n'importe quoi, mais nous on savait pas quoi faire pour l'aider. Et surtout, on savait qu'on voulait plus faire ce qu'on avait fait jusque-là. Et là, par contre, c'est aussi un test pour le couple, hein, clairement. Surtout qu'en plus on vit pas la même chose, donc il faut se faire confiance, il faut communiquer. C'était de l'énervement. Dans le couple, c'était une source, c'était une source vraiment. Autant de maintenant, tension, maintenant ça se passe très très bien et voilà, on est très heureux. Mais le chien a été une vraie épreuve au début parce que, comme le dit bien Bastien, en fait, on n'avait pas du tout le même vécu. Et moi, j'en étais même à des points où parfois j'étais énervée que Bastien me dise, bah regarde, moi ça se passe quoi. C'était frustrant parce qu'en plus j'avais l'impression d'être 2 fois plus douce avec le chien. Et qui me le rendait pas, quoi. On en est arrivé à un point quand même où May elle sortait le chien toute seule du coup, et moi je restais à la fenêtre de l'appartement au 4e étage et je regardais dans la rue comment se comportait le chien pour voir comment il se comportait quand j'étais pas là. Et c'est là quand même où j'ai commencé à me rendre compte que bah ouais, effectivement c'était n'importe quoi. Donc moi aussi j'ai voulu entre guillemets dire au chien bah non, c'est pas comme ça que tu te comportes avec elle et tout, etc. Donc moi aussi j'ai fait des conneries là-dessus. Il y a notamment un événement où pareil il faisait n'importe quoi, j'ai voulu lui mettre une claque sur les fesses et en fait le chien il s'est retourné pile à ce moment là, donc ça va prendre sur les fesses, il se l'est pris en plein visage. Et là ça a été vraiment le deuxième déclic, mais pour le coup vraiment où là fallait absolument qu'on fasse quelque chose parce que le chien du coup s'est pris une claque en plein visage, donc on n'est pas fiers mais on l'assume, on l'a fait pendant peut-être 24-48 heures. Là entre guillemets on a eu le chien, je dis mais entre guillemets parfait, dans le sens où quand on se baladait il marchait au pied. Il écoutait absolument tout ce qu'on faisait, il bougeait plus, mais en fait c'était entre guillemets un chien mort quoi. Il reniflait plus rien, il jouait plus. Alors ouais, c'était le chien parfait comme certains le voient parce que c'est en gros un chien qui fait pas chier, mais nous c'était clairement pas le chien qu'on voulait quoi. Et c'est éteint. Il s'est éteint, exactement. C'était plus un chien en fait. C'est pas, à la rigueur t'avais une peluche à laquelle tu donnais à manger et tu faisais faire pipi caca quoi. C'était tout. Donc là, on s'est dit, donc déjà, nous pendant 48 heures, je crois, le chien il a jamais eu autant de câlins de sa vie. On a eu entre peur. Guillemets, parce qu'on culpabilisait à mort. Enfin, mais on a eu super peur. On a eu super peur parce que, vraiment, il faut s'imaginer un chien qui était intenable en balade, qui était vraiment compliqué, enfin, en tout cas pour moi, qui était difficile, à un chien qui, quand on l'a sorti, on a passé le pas de la porte de l'immeuble, là où d'habitude, direct, il se met à tirer sur Alice comme un dingue. Il a regardé Bastien, l'air de dire, et là, je fais quoi maintenant ? Ouais. La détresse acquise. Donc, éteint. Vous expliquez un peu ce phénomène-là ? Alors, en fait, à mon avis, il est retombé très vite dedans parce que lorsque je suis venue les rencontrer pour le bilan comportemental, j'ai assez vite compris que ce loulou-là venait d'un ancien propriétaire qui avait dû utiliser beaucoup de méthodes de contrôle, de violence et de coercion. Ce cheminement-là peut pousser le chien à se mettre en état de détresse acquise. Alors, comment expliquer la détresse acquise ? C'est un... brain mental que va avoir le chien, mais on peut avoir ça nous aussi version humain, où en fait on abandonne complètement, c'est-à-dire qu'on s'éteint complètement, et ça c'est ce qu'on utilise en fait en méthode coercitive. C'est simplement que par exemple on va empêcher le chien de pouvoir fuir et bouger, et on va le pousser à réagir, et on va lui faire se rendre compte que ça ne sert à rien de réagir en lui faisant peur, en lui mettant la pression, jusqu'à ce qu'il s'épuise et jusqu'à ce qu'il l'abandonne. C'est comme si, je sais pas, on était... en plein centre de Tokyo, et puis que je vous demandais de trouver un magasin quelconque alors que vous ne parlez pas japonais, vous avez un petit collier électrique autour du cou, et puis vous devez donc prendre des rues au hasard, parce que quelque part un peu l'apprentissage ça se passe par ça passe par de l'expérimentation, et bon du coup je tente des rues au hasard, les bonnes rues il ne se passe rien, les mauvaises rues je prends une décharge. Assez rapidement ce qui va se passer c'est qu'on va s'inhiber, on va juste arrêter de bouger, parce que ça ne vaut pas le coup. Et la détresse acquise en méthode coercitive, ça amène à ça. Ça amène à des chiens qui, mentalement, sont éteints parce que l'expérimentation, tenter quelque chose, peut amener à des conséquences négatives pour eux.
Et voilà, c'est ainsi qu'on se retrouve avec un Genepp qui s'est pris à bout de nerfs de par son propriétaire un coup et qui s'est tout de suite remis là-dedans, parce que bah oui, la détresse acquise n'est pas forcément pérenne dans le temps. Ça peut durer 3 jours, 1 jour, 1 heure, 3 mois, mais ça ne va pas forcément durer toute une vie. C'est en ça d'ailleurs que c'est même carrément dangereux quand on fait appel à des éducateurs canins en méthode très très coercitive, qui vont vous rendre peut-être un chien au bout d'1 heure ou un peu plus, hein. Parfois ça peut durer des après-midi entières de coups et de cris, un chien qui va vraiment être éteint entre vos mains, il bouge plus, il reste dans un coin, il est couché, il tire plus et nanana. Mais d'une, ça, bon, mentalement, bon, la bienveillance, hein, elle est partie depuis bien longtemps, on est d'accord. Mais de 2, c'est des vraies petites grenades en fait, c'est des petites bombes. Parce que bah, du jour au lendemain, il suffit d'une goutte de plus et pop. Mais ça repart plus fort, hein, par contre. Hein. Comme si, oui, voilà, comme si j'avais été kidnappée par quelqu'un qui faisait 2,40 m de haut et armé. Bon, bah, en vrai, je me tais, tu vois, je me laisse faire, hein, d'accord. Aucune compétence en combat chez cette femme. Mais il s'avère, il est fatigué de dos et j'ai un couteau, poup, tu vois, je peux me débrouiller, je peux me sortir de ça. C'est qu'il y a toujours moyen que ça puisse repoper, et en plus, parfois, c'est juste une petite goutte de trop. Donc, c'est en ça la dangerosité de cet outil. D'accord. Et c'est pour ça que ça a été aussi rapide. Parce que normalement, t'arrives pas avec juste je fais une bêtise et tac, je me prends une petite claque, détresse acquise. Hein. Donc, t'as des chiens vraiment très sensibles. Un truc, voilà, je pense que c'était un biais cognitif qu'il avait déjà, qui s'est retrouvé abandonné et que le combo homme propriétaire qui amène ces coups-là, tac, il s'est remis dans le même positionnement qu'il avait avant, au vu de la rapidité de la réaction de Genepp face à ça. Ok. Et du coup, en fait, derrière l'erreur là qu'on a faite et qui nous a vraiment fait peur, on s'est dit, là, il faut qu'on trouve une solution parce que le chien... À ce moment-là, en fait, notre problématique la plus grosse, c'était qu'il y avait un souci avec moi, mais moi, c'était pas... Si tu veux, quand on a contacté Manon la première fois, et c'est l'une des erreurs qu'on a fait quand on lui a dit, on l'a contacté parce que Genepp sautait sur les gens. Et on n'a à aucun moment dit à Manon que Genepp me pinçait. Parce que c'était arrivé, mais c'était pas non plus Enfin, c'était arrivé quand même assez rarement pour que ce soit pas le truc que j'avais dit à Bastien, oui, il faut lui dire, il pince. Et encore là, je me rends compte en me disant qu'on en avait déjà parlé du fait qu'il pince, mais que encore une fois, comme c'était moi qui pinçais, au moment où on a contacté Manon, parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises, c'est Bastien qui l'a contacté, il a pas tellement parlé de ça, parce qu'en plus, comme lui, ça le concernait pas, ça lui est même pas venu à l'idée à ce moment-là de dire, en fait, le chien pince, quoi. Ouais. Et moi qui étais à côté, ça m'est même pas venu à l'idée de dire à Bastien, au fait, précise, le chien pince. Donc Manon est arrivée un jour pour faire un bilan comportementaliste à l'appartement. À l'appartement, avec un chien qui donc sautait sur les gens, qui pinçait aussi, mais elle ne le savait pas. Ouais. Et ça faisait combien de temps que tu l'avais à ce moment-là déjà ? Ça devait faire un mois et demi. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de recul. Enfin, il y en avait, mais pas des masses non plus, parce que avec le changement d'environnement et le stress d'un passage en refuge, disons que la cortisol qui est sécrétée, elle met du temps à se rééquilibrer. Bon, là, à mon avis, c'est jamais rééquilibré vraiment chez Genepp, mais... Oui. Dans tous les cas, généralement, on met plusieurs semaines en fait à concrètement voir le comportement normal entre guillemets que je fais. Hein. Donc du coup, pas beaucoup de recul. Et moi, donc quand on m'appelle pour un chien qui juste saute, je mets pas un protocole de sécurité de fou en fait. C'est-à-dire que si jamais on m'appelle pour un chien qui a peur des humains, qui a déjà pincé ou autre, je vais demander en fait lors de mon arrivée, lors du passage de porte, qui est considéré comme pour les éducs comme un point chaud. Les passages de porte, c'est vraiment là où on avait le plus gros risque de morsure de notre côté. C'est pour ça d'ailleurs que les livreurs, quand vous avez des chiens, quand ils sonnent et qu'ils entendent waf waf, ils font 5 pas en arrière. Parce que c'est vraiment là où il y a le plus gros risque de morsure. Mais Genepp, il faisait pas waf waf. J'ai bien marqué. Et donc du coup, moi je me dis, chien qui saute, au pire il va me sauter dessus, je vais me détourner. Enfin voilà quoi, je connais quoi. Mais j'aurais dû sécuriser plus. Maintenant je fais plus. Mais j'étais un peu plus jeune éducatrice aussi. En plus de ça, c'est vrai que Genepp pinçait et tout, mais après on s'est jamais non plus senti entre guillemets en danger. Oui. Pas encore. Il a jamais montré non plus de violence, de hargne, c'était jamais une attaque quoi. Alors après c'est vrai que on avait des ressentis un petit peu différents tous, mais voilà, on n'a jamais eu peur de Genepp quoi. Ouais. C'était comment ? C'était plus des pincements d'excitation en fait ? Ouais, voilà. Ah ouais, totalement. Ouais, c'était ça. de l'excitation. Oui, c'est-à-dire que quand moi, les peu de fois où il me pinçait, c'est par exemple, il y avait un congénère en face et je tirais Genepp en arrière pour pas qu'il y aille. Parce et là, tout, mais non, mais attends, je vais y aller, tu te rends pas compte, c'est trop intéressant. Non, mais lâche-moi. Et paf, je chope la laisse et paf, je remonte et paf, il y a un bras. Oups.
C'était ça. C'était pas à aucun moment il s'est jeté sur moi en me disant je vais te bouffer. Ça, ce serait juste pas passé. C'est de l'ordre de l'agression, mais du fait d'un déchargement et un déficit d'autocontrôle. Donc voilà, moi Manon la quiche, je suis rentrée, ok, donc le chien me saute dessus et réflexe d'éducateur canin, méthode positive, je crie pas en fait sur le chien et je me détourne en mode c'est pas comme ça qu'on me parle, tu vois. En fait il m'a sauté dessus, moi je continue à me détourner, je vois bien qu'il saute fort, mais ça c'est en 30 secondes, hein. Ça a été très rapide, hein. Je l'ai senti attraper le bas de mon pantalon, moi dans ma tête j'ai tout de suite compris que j'avais vraiment fait une connerie. J'ai fait ah zut. En fait il gère pas du tout ce genre de situation et il est en train de monter en frustration. Je me suis retournée et là c'est mon bras qui l'a attrapé. Donc il a saisi mon bras droit et ben je peux te dire que t'accompagnes le mouvement, hein. Quand t'as un chien qui a un croisé hamster qui te chope, tu fais oui. Et en fait il a juste serré, c'est-à-dire que j'ai pas eu des trous, j'ai eu un gros bleu sur le bras parce qu'en fait il m'a attrapé en mode mais regarde-moi. Je l'ai mis dans une situation où je lui ai demandé de réfléchir. Je mets pas les chiens normalement dans ces situations trop compliquées, c'est tellement plus sécurisé normalement. Mais là, fatigue accumulée, information qui était manquante, je suis rentrée et clac. Je crois que c'est la seule fois en 5 ans que je me suis fait attraper par un chien. Donc ça c'est bien parce que ça te remet en question, ça t'apprend les choses. Maintenant tu fais plus gaffe. Donc du coup, j'accompagne en fait le mouvement, hein, d'accord, et je demande très calmement, je crois qu'on va le mettre dans une autre pièce, avec le chien qui me saisissait le bras. Et là, en levant les yeux, je vois sa maîtresse qui avait le regard mais désespéré, choquée par ce qui s'était passé, et j'ai dit bon je pense qu'on va avoir 2-3 petites choses à se dire ensemble. Il savait vraiment plus où se mettre parce que le fait de le voir sur quelqu'un d'autre, de le voir aussi fort, je l'ai mis dans une situation de frustration. On pensait pas que c'était possible en fait. C'est-à-dire que là déjà c'était l'une des premières fois où il le faisait en présence vraiment de Bastien. Donc déjà moi je pensais juste que c'était impossible avec Bastien à côté. Je pensais que le chien était... Enfin vraiment que le chien était entre guillemets inhibé par Bastien, donc il n'y avait aucun souci. Et là de voir ce qu'il me faisait à moi habituellement, le voir le faire à quelqu'un d'autre, je me suis dit mais en fait je me suis pas rendu compte du danger qu'il représentait. Parce que pour moi le chien... J'avais peut-être pas conscience en fait de la gravité des choses, c'est-à-dire que moi qu'il me le fasse à moi, je me disais bon j'ai dû faire mal les choses, mais là qu'il le fasse en plus à un éducateur canin, je me suis dit mais quelle... Qui était à peine rentré en plus. Ouais, et là vraiment dans ma tête ça a été mais quelle erreur on a fait, quelle erreur. C'est vraiment sur soi, parfois on peut supporter beaucoup de choses. Et tout d'un coup, quand on le voit en miroir, t'es sur quelqu'un, mais c'est ça qu'il fait, mais oh là là, mais c'est pas possible. Mais en fait, dès le début, hein, le fait qu'il te pinçait, c'était déjà beaucoup. Ouais, mais en fait. Ouais, mais dans ma tête, c'était... Enfin, vraiment, avec le recul, je me dis, dans ma tête, au moment-là, je me dis, bon, bah... Et à chaque fois que ça m'est arrivé, avant d'avoir conscience que, voilà, c'était dangereux parce qu'il pouvait le faire sur quelqu'un d'autre, je m'étais tout le temps dit bon bah je l'ai mal fait, j'ai dû trop tirer sur la laisse d'un coup, il a dû avoir peur, ou entre guillemets je vais souvent chercher des excuses en me disant oula là il a réagi parce que j'ai tiré vraiment trop fort sur la laisse d'un coup, qu'il s'y attendait pas, que ça lui a fait peur, ou des choses quelque comme part ça. T'as pas tort, hein, parce qu'il faut trouver le pourquoi du comment. Par contre bon, c'est pas une réponse complète parce que on ne peut pas tout le temps l'empêcher d'avoir une quelconque frustration dans sa vie, hein. Zéro gestion de la frustration de son côté, hein. C'était ça, pas de gestion de la frustration. Et d'ailleurs ça s'est vu après parce que de toute façon on a passé le bilan avec le chien qui aboyait comme un malade depuis la chambre parce que mon Dieu mais vous faites quelque chose sans moi. Pas possible quoi. Donc on a fait un gros point, je leur ai posé évidemment comme un bilan comportemental, beaucoup de questions, essayer de comprendre, de mieux comprendre du coup ce qui s'est passé, de les sécuriser parce que bon moi en soi, je veux dire j'avais un bleu sur le bras quoi, j'allais m'en remettre, hein. Et puis de savoir ce qu'on allait faire ensemble, comment est-ce que je pouvais les accompagner, savoir si c'était de la réactivité ou si c'était de la gestion de frustration ou là tout ça. Donc très vite en fait, comme je l'ai dit de toute façon, on a vite compris que c'était mauvaise inhibition à la morsure, déficit d'autocontrôle, mauvaise gestion de la frustration, enfin tout le package, avec un chien qui a la gueule d'un American Staff, hein. C'est pas le seul qui a ces problématiques là, hein. Ouais. Il y en a beaucoup. Donc on partait, je leur ai bien fait comprendre que s'ils voulaient se lancer, on pouvait. Alors on a pris un forfait 10 heures, je pense qu'on avait bien besoin de ça quand même. Il y avait même le café avec. On s'est dit, je pense qu'on va avoir besoin d'un petit peu de temps. Voilà. On a pris un forfait 10 heures et surtout je voulais être sûre qu'ils me suivent parce que là concrètement, s'ils n'appliquaient pas les consignes, que ce soit moi ou d'un autre confrère, s'ils décidaient de passer par quelqu'un d'autre, parce que je laisse toujours cette opportunité-là pendant mes bilans, c'est de au moins y aller à fond. Sinon on fait rien et on refait un replacement. Hein, mais pas par contre de demi-mesure, au vu surtout de sa race, parce que les American Staff, les croisés American Staff, ils n'ont pas de seconde chance en fait, hein. Si jamais il va trop loin et qu'il blesse quelqu'un, ça part tout de suite en cacahuète pour ce chien-là.
C'était important vraiment d'y aller à fond, quoi. Et que je puisse être en confiance avec eux. Et j'ai eu de la chance parce qu'ils font partie de la team des clients qui appliquent et qui s'investissent vraiment dans les cas de rééducation, ce qui fait que ça amène à des résultats. Parce que mon métier, c'est pas moi qui rééduque le chien. Moi, je suis professeur de la matière chien, je suis coach, voilà, si on veut. Mais du coup, moi, je dois rééduquer des chiens au prisme et au travers d'autres humains qui vont appliquer ou pas, et qui vivent dans un quotidien qui est difficile et qui est lourd, même dans ton cas, tu l'as bien vécu que c'était lourd et difficile, qu'il y a eu des hauts et des bas, et il y avait ce côté coaching et suivi qui était super intéressant et important à mettre en place. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens, je pense, c'est quand ça vous arrive, prenez pas un éducateur canin en pensant que c'est lui qui va faire le taf, quoi. Ouais. En fait, il va vous donner les clés, il va vous donner des astuces, il va vous accompagner, mais le taf après, c'est à nous de le faire. Et puis aussi quelque chose qui est important, c'est que quand on part sur du positif, il faut vraiment avoir la philosophie entre guillemets du positif en soi. C'est-à-dire que tu pars pas pour faire du positif en te disant tiens ça va être cool, je vais annoncer aux gens que je fais du positif, ouais regardez moi mon chien je le respecte, si c'est pour le tabasser derrière quoi. Parce que en fait Genep, on va pas se mentir, c'était un cas difficile. Il y a des fois où franchement ça démange en fait. Quand on a le chien comme ça qui réagit aussi bien en cours, qui s'en sort mais super bien en cours et qui après au quotidien est une vraie tête de mule, parfois catastrophique. Enfin, moi il y a clairement eu des fois où le chien j'avais envie de le prendre et de le passer par la fenêtre quoi. ça fait très violent comme ça à dire, mais moi je pense que des gens vont se reconnaître dans nos propos, c'est-à-dire que le chien parfois c'est frustrant, c'est très frustrant, l'éducation d'un chien c'est frustrant, c'est un raccourci un peu rapide, mais c'est quand même un peu comme un enfant, mine de rien. Non, c'est pas rapide du tout, c'est vrai. Ouais, franchement. Et c'est voilà, il faut vraiment se mettre en tête. Et nous, ce qui nous a fait aussi tilter, c'est que Manon, au bilan comportementaliste, nous a dit, mais de toute façon, et c'est là que effectivement Manon laisse vraiment le choix. Elle nous a dit, voilà, vous pouvez partir sur de l'éducation positive. Je pense que c'est ce qu'il faut à votre chien, parce qu'au vu de comment il gère la frustration, si vous partez sur du coercitif, oui, ça peut fonctionner. Mais la question, c'est combien de temps ça va fonctionner et comment ça va se finir quand ça fonctionnera plus. Parce que le chien là, le jour où il va se rendre compte que, en fait, s'il n'a pas envie d'obéir, il peut ne pas obéir et qu'il peut vous défoncer, parce qu'il peut vous défoncer, et bah ce sera mauvais et vous avez quand même bien une chance sur deux que ça se passe comme ça à la fin. Donc, et là, quand tu te dis ça, tu te dis... En fait, j'ai pas trop réfléchi quand j'ai pris le chien là, mais je veux pas le ramener à la SPA parce que quand même, c'est moi qui ai fait l'erreur. Lui, il y est pour rien en fait, le loulou, parce qu'il peut pas parler, il peut pas t'expliquer. En fait, je suis croisée à Amstaff, j'ai un déficit d'autocontrôle, s'il te plaît. Non, donc là, on se dit bon bah allez, go. On part sur de l'éducation positive, on y croit, on se motive tous les deux. Il y a des jours où lui, il a envie de lui mettre une raclée, je lui dis non, on est parti sur du positif. Et il y a des jours où c'est moi qui ai envie de mettre une raclée au chien. Et là, Sébastien qui me dit non, on est sur du positif, donc on calme le jeu, je prends le relais, on y va et on y arrive à trois. Après, ce qu'il faut aussi dire, c'est que quand on a pris rendez-vous avec Manon, quand même on s'était bien renseigné sur l'éducation positive, bienveillante et tout. Et en fait, on se reconnaissait quand même beaucoup plus dedans, quoi. Dans la relation qu'on voulait avec notre chien, comme j'ai dit tout à l'heure, quand je lui ai mis sa raclée et qu'après j'avais pas de chien pendant 2 jours, moi je me suis dit non mais c'est mort, je veux pas un chien comme ça, c'est pas pour ça que j'ai pris un chien quoi. Et en fait quand on s'est renseigné et tout, on s'est dit mais ouais mais en fait c'est exactement ça qu'il nous faut. Ça demande beaucoup de travail sur soi, faut pas se leurrer, comme elle a dit May il y a quelques années d'armée derrière moi, donc un certain quand même prisme psychologique. C'est pas toujours évident de se dire ah bah, le chien il met les 2 pattes sur la table, je dis rien hein. Par contre il remet les 4 pattes au sol, ah c'est bien mon chien. Il y a quand même un truc, tu dis non vas-y t'as envie de lui dire de descendre peut-être. Et puis encore plus quand t'as des gens autour qui eux pareil sont pas forcément adeptes de cette méthode là, de continuer à maintenir cette psychologie éducative là, alors que t'as les gens autour qui ont envie de dire bah alors pourquoi tu dis rien à ton chien et tout, et que tu leur expliques, tu leur dis non mais laissez-moi faire et vous verrez dans quelques temps on en reparlera et tout. Et en fait, la fierté, maintenant, elle est là. C'est que maintenant, il y a quelques personnes qui nous disent ouais, pour un Amstaff, il est cool quand même. Et là, tu dis, ah, c'est bon, on a quand même fait un gros job et c'est cool, quoi. Parce que, dans notre entourage, on a des gens, des fois, qui nous ont rayonnés, quoi. Quand on leur a dit, ouais, notre Amstaff, on le fait en éducation positive, attends. Ils te regardent et limite, ils disent, non, mais t'as cru que ton chien, c'était un chihuahua.
Et ils comprennent pas que l'éducation positive, c'est juste une question de comment le maître, en fait. Comment le maître se positionne, etc. Et le mot maître n'est pas forcément très adapté. Maître, gardien, référent, mais tu mets le mot que tu veux. Clairement, c'est comment le maître se positionne. C'est pas une question du chien. C'est-à-dire que je pense que l'éducation positive, en fait, quand on la met au bon endroit, au bon moment, comme il faut, etc., un hamstaff, que ce soit un chihuahua, que ce soit un canet corso, on peut s'en sortir. Mais il faut vraiment... Faut adhérer au truc, comme disait Manon, faut adhérer et il faut se lancer dedans à 100%. Quoi. Oui, bien, attends, ils ont quand même aussi le même cerveau, hein. Il n'y a pas de différence, en fait. Donc, il n'y a pas de besoin d'avoir une éducation différente si on a pris un malinois ou si on a pris un chihuahua. Alors, mettons quand même certaines particularités de race où on va fixer notre attention sur certains points, par exemple, la sensibilité au mouvement de certains bergers, travail d'impulsion sur plein de races, dont, par exemple, les American Staff. Tu vois, il y a plein de choses comme ça que tu vas travailler en priorité, mais ça change pas que ton système de motivation, ton renforçateur, ce sera un truc en positif. C'est tout. Parce que de toute façon, c'est très manichéen, l'éducation. C'est où tu te lances et le chien va faire parce qu'il craint une punition, ou il va le faire pour quelque chose et recevoir. C'est ou, point barre, en fait. Donc, soit tu utilises de la contrainte et de la crainte, mais dans ce cas-là, vous inquiétez pas qu'il faudra quand même garder de la crainte et de la contrainte, soit tu pars en système de renforcement positif, soit avec des renforçateurs primaires comme de la nourriture, mais il n'y a pas que ça, c'est pas que de la knacky, on va peut-être pas réduire toute une méthode et un accompagnement par de la saucisse, hein, s'il vous plaît, mais ça peut être secondaire avec, je sais pas, du jeu, ça peut être des caresses, ça peut être avoir accès à quelque chose, mais dans tous les cas, tu travailles sur ce système de motivation et on va anticiper, on va lui apprendre à faire les choses plutôt que d'attendre qu'il fasse l'erreur pour le punir. C'est inutile, parce que si du coup on attend l'erreur pour le punir, j'en reviens à mon exemple du collier électrique à Tokyo. Il y a un moment où juste le chien arrête de proposer, arrête de réfléchir. Donc ça fait des chiens qui justement peuvent même être moins en capacité d'apprendre, parce qu'apprendre c'est expérimenter. Si tu me punis l'expérimentation, ça réduit. D'accord. Ouais. Donc d'ailleurs c'est même, quand tu me faisais un parallèle avec les enfants, il est juste, parce que un chien adulte peut avoir à peu près les capacités mentales d'un enfant entre 2 et 5 ans. Ça dépend de ton chien, il y en a plus proche de 2, plus proche de 5, you know. Et les enfants qui ont été victimes de maltraitance avec des violences physiques surtout, même psychologiques, on a pu quand même noter que dans leur système de développement et la zone liée à l'apprentissage, cette zone du cerveau-là, elle était justement très rétractée, très inhibée. Ça ne se développe pas, donc il n'y a pas intérêt à expérimenter. Si tu expérimentes, tu te fais défoncer, donc tu ne le fais pas. Et ça fait des enfants qui ont peut-être déficit d'apprentissage et plein d'autres problèmes évidemment, mais celui-là en fait partie. Donc un chien éteint, c'est pas un chien forcément qui écoute, ça n'a rien à voir. Alors qu'en positif, l'avantage, alors le lien avec ton chien est forcément très fort et puissant, parce qu'on est sur une forme de respect, parce que quand tu respectes l'autre, on te respecte toi en retour. On a moins de risques de réactivité et d'agressivité, parce que la violence qu'on envoie, on se le reprend dans la tête, inévitablement. Et puis on va avoir des chiens qui vont peut-être même apprendre et vouloir faire plus. Et au plus tu leur apprends, au plus ils ont envie d'apprendre. Donc en fait, ils expérimentent, ils essayent d'autant plus. Il n'y a que du cool et du bien à partir dans cette approche-là. D'autant plus que de toute manière, depuis 2014 quand même, les méthodes d'éducation qui engendrent stress, peur ou douleur sont censées être interdites. Je tiens à le dire, je le précise. Et que les outils coercitifs comme les colliers, étrangleurs, torcatus, électriques, jets de citronnelle ou j'en passe, sont interdits dans de nombreux pays limitrophes. Mais pas en France, bien entendu. Mais pas en France. On attend. Je patiente, les gars, mais ça commence à être long. Donc, on se bagarre pour que ce soit interdit. Mais on voit très bien, de toute façon, que on se dirige vers un club. Immédiatement, c'est plaquage sur le dos. Il n'y a pas eu d'autre travail. Il n'y a pas eu de question qui est posée. Il me saute dessus, il ne m'écoute pas. Plaquage sur le dos. Ah, il décide de ne pas apprécier ça et de dire non, j'aime pas ça. Tiens, coup de collier. On ne cherche pas à comprendre l'animal, on veut juste qu'il arrête immédiatement ce qu'il est en train de faire et qu'il se soumette à l'individu, au bon vouloir du propriétaire, là pour le coup. Donc c'est vraiment des objets, l'utilisation de l'animal qui doit être comme moi j'ai envie d'être. Donc c'est vrai que du coup, quand tu arrives en méthode positive, il y a aussi tout ce parallèle-là où il faut comprendre que là, on pense à l'animal comme un individu à part entière qui a des besoins et des envies. C'est dur à entendre pour certains, mais oui, c'est ça. Et donc, ça prend part et ça fait partie de l'accompagnement, d'aller au rythme de l'individu.
Sur les besoins du chien, ça nous a aussi énormément aidé. Parce qu'on s'est rendu compte que en fait, le chien mangeait dans sa gamelle. C'est cool, il mange, mais tu peux tellement faire d'autres choses, quoi. Genep, je crois qu'il a pas mangé dans une gamelle depuis bien longtemps, en fait. Il a sa gamelle d'eau. Sauf les soirs où on a la flemme, quoi. Mais... non, c'est pas grave. Non, franchement, c'est hyper rare. Hein. Voilà, après, on a une terrasse, c'est au moins par terre, minimum. Et sinon, c'est toujours caché. Le wobbler. Maintenant, le wobbler, c'est facile pour lui. Il a trouvé une méthode, il le bloque, il le fait glisser, il y a tout qui tombe d'un coup. Donc, mais du coup, nous aussi, on innove, voilà, on essaye de lui trouver. Puis sinon, on le cache tout simplement. Enfin, et puis il renifle, mais voilà. Et puis en fait, ça l'occupe. Genep, il mange 2 fois par jour. Il mange le matin et le soir, malgré son âge. Je sais qu'il y en a plein qui disent non, 1 fois par jour, truc chouette. Nous, ça l'occupe 2 fois plus qu'en fait, tout simplement. Donc voilà, il a toujours son truc à mâchouiller quand il s'ennuie. Enfin voilà, on occupe le chien, qu'on le laisse pas. Même si c'est quand même un chien, alors maintenant, mais très calme, qui peut passer entre guillemets, si on bosse à l'appart, il peut passer l'après-midi dans son panier, il va rien quémander. Mais malgré tout, il a toujours une petite simulation à l'appart dans la journée, quoi. Voilà, il a toujours un truc, quoi. Vous nous avez dit que donc vous avez fait un parcours de rééducation en 10 séances du coup avec Manon. Qu'est-ce que vous avez mis en place du coup pendant tout ce chemin-là? Pour commencer, donc on s'est vu sur des séances extérieures. Oui. On a commencé à l'extérieur. Quelque chose d'important. Et en fait, le but en premier, ça a été vraiment de travailler l'autocontrôle de Genep, notamment sauter sur les gens. On lui a fait comprendre qu'en fait, sauter sur les gens, c'était vraiment pas la solution pour avoir des caresses, parce qu'en fait, c'était ça ce qu'il voulait. Genep, la meilleure, entre guillemets, punition pour lui, c'est de pas avoir d'attention. Il aime vraiment pas ça. Donc, d'ailleurs, quand il faisait une bêtise, c'était toilette, et du coup, il était plus avec nous, et c'était là qui était le plus malheureux. Ouais, si vraiment, il montait trop haut, fallait qu'elle sorte du paramètre. C'est-à-dire que lui, le fait de décharger sur elle, ça le faisait décharger. Ça lui faisait du bien, en fait. Donc tu peux pas juste ignorer pendant qu'il te bouffe, tu vois. C'est en mode oui, mais faut que je l'ignore pendant qu'il est en train de choper le bas de ton pantalon. C'est pas jouable. Donc il fallait, comme l'appart c'est un appart, donc on se débrouille comme on peut. Il fallait qu'il puisse être mis dans des moments trop up, quand vraiment il allait trop haut, dans une pièce à l'écart, avec l'option de pouvoir décharger de son côté, mais pas l'option humain, quoi. Ça c'est pas possible. Et d'autant plus après aussi que tu marques un peu négativement l'action. C'est un gros paiement quand en fait on te retire des propriétaires, on te retire de l'espace pour au moins d'une sécuriser à ce moment-là et de deux qui trouve d'autres options de déchargement que juste le faire sur sa maîtresse, parce que du coup sur toi non mais sur sa maîtresse. C'est comme à chaque fois qu'il le faisait, mais c'était un peu auto-renforçateur le truc, parce que ça lui faisait du bien. Voilà, fallait trouver le moyen déjà d'une de marquer un peu négativement l'action. Ça t'apporte rien et en plus ça te retire du lieu, mais surtout à côté renforcer et passer son temps à valider toutes les autres stratégies mises en place par Genep. Décharger sur autre chose, être posé, être calme, nous regarder, la patience. Enfin, c'est surtout ça. Ça, c'est 95% de ton travail. Okay. Hein, la mise à l'écart étant vraiment dans un cas d'excès. Mais comme il montait vite, fort et très très haut, il faut te sécuriser à ce moment-là. La laisse à 3 points est devenue notre meilleure amie. Ouais. Et au début, le coup de l'isoler, c'était régulier, en fait. Et c'est là aussi, c'était entre guillemets, pour nous, un marqueur de progrès. C'est qu'on voyait combien de fois on le mettait aux toilettes, entre guillemets, dans une semaine. Et on a vu qu'au fur et à mesure du temps aussi, il y allait de moins en moins, voire quasiment plus. Et maintenant, c'est hyper rare, quoi. C'est rare. Ouais. Donc voilà, c'est entre guillemets le marqueur. Voilà. Parce que oui, ce qui est important de souligner, c'est qu'effectivement, la rééducation qu'on a eue avec Genep, c'était pas uniquement pour le pincement. À côté de ça, il pinçait, mais il sautait sur les gens. Enfin, il y avait beaucoup de choses à travailler. Il n'y avait pas que le côté, en fait, un peu, entre guillemets, mordant. Il y avait, je pense, quand même pas mal de toute façon, c'était travail. Un package. Hein. C'était la balade, c'était la laisse, c'était le rappel. Par contre, pour le coup, assez rapidement, on s'est rendu compte que Genep avait un très bon suivi naturel. À partir du moment où il nous avait assimilés comme sa famille ou ses maîtres, enfin voilà, assez rapidement on s'est rendu compte qu'il nous suivait partout où on allait, et c'est comme ça que au final l'expérience du parc à chiens maintenant et ça pour le coup assez rapidement, mais il y avait même des gens qui étaient étonnés de voir le comportement du chien dans le parc à chiens, mais par contre à partir du moment où nous on partait mais sans l'appeler, sans rien, le chien nous suivait. Il suivait.
Et ça, par contre, tu sais, t'as quand même un petit peu de faire Plus quand fier, un chien, ouais. il fait de la merde pendant 1 heure. C'est fini, les conneries. J'ai pas besoin d'appeler, t'as vu. Parce qu'en fait, ouais, Genep est très dépendant. C'est un chien, moi c'est ce que j'aime dire maintenant, d'autant plus maintenant, c'est un chien adorable qui est ultra dépendant à nous. C'est aussi pour ça qu'il est pas du tout fugueur. Dépendant entre guillemets, enfin oui et non, parce qu'après on peut quand même le laisser tout seul. C'est vrai là il est aussi. tout seul chez nous, on sait qu'il y aura pas de conneries à l'appart. Mais quand il est avec nous, il est avec nous quoi. C'est ce qui fait que quand on part en montagne, on peut l'emmener en rando, lâcher, il y a pas de souci. Sauf s'il voit une biche. Mais à la base, tu vois, ça, non. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fini par me rendre compte, et même moi, ça a été un processus pour arriver à savoir ce dont il avait, lui, besoin, parce que comme chaque individu est différent, je vous le cache pas, de toute façon, même moi, au fur et à mesure, il faut que je voie, est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce qu'il faut que je trouve une autre approche? Et il y a un moment, je leur ai dit, je suis en fait, là, à Genep, concrètement, rien que d'être en liberté, c'est déjà une explosion. Bon, je vous explique un petit truc. Quand on a un chien qui a été éduqué en full coercitif, donc vraiment beaucoup moyen de pression et de coercion, un chien qui a certainement jamais été en liberté, c'est pour ça qu'il était aussi waouh quand il était lâché, d'accord? Toujours avec certainement un collier, certainement des colliers qu'on connaît et que j'ai déjà cités. C'est des chiens qui étaient tenus par du contrôle et du cadre. Le contrôle, c'est une illusion d'apprentissage, parce qu'à partir du moment où j'enlève le contrôle et la pression, ça explose. Comme un professeur qui tient sa classe à la baguette, qui s'en va faire des photocopies, et là les gosses, ils pètent des câbles, ils dansent à walper sur les tables. Enfin, c'est ça le contrôle, c'est qu'en gros il suffit de l'enlever et poup là ça explose. Mais là lui, Genep était avec un déficit d'autocontrôle, donc lui ses émotions il les gérait pas, parce qu'il a toujours été géré par quelqu'un qui l'arrêtait, et stop, et fais pas ci, et fais pas ça, et tiens-toi là, et fais comme ça. Et puis t'avais intérêt à le faire, d'accord? Et donc, c'est pour ça aussi que moi je me suis fait choper le bras, parce que pour la première fois de sa vie, il est face à quelqu'un qui lui a dit, bah écoute mon coco, tu vas réfléchir, parce que quand tu fais ça, ça me convient pas très bien, tu vois. Il a pas su, et il a fait, il a attrapé, et puis il a pincé, quoi, à ce moment-là. Et donc rien que la liberté, je me souviens d'une fois où vous l'aviez du coup rien qu'en jardin expliqué que vous l'aviez lâché dans le jardin, qui s'était mis à vraiment courir, aboyer, leur japper dessus, qu'ils n'arrivaient pas à le récupérer, qu'ils ont dû à plusieurs le coincer dans un coin du jardin et qui s'est fini par abandonner avec un air terrorisé pour qu'il le récupère. Il avait pu attraper, du coup, c'était ton grand-père, c'est ça? Ouais. Cette fois-ci, je précise bien que c'était donc ton grand-père et qu'une fois, c'était encore une situation de liberté dans la campagne et qu'au bout d'un moment, il monte et plap, il chope. En fait, n'importe quelle excitation, n'importe quel moment de frustration, ça amenait à des pincements en fait d'attraper. Ouais. Donc au départ, ça a été, j'ai fait ok, niet, il n'est plus en liberté, ce n'est plus une option, même dans un jardin pour le moment, il n'y arrive pas en fait. Ouais. Et à chaque fois qu'il a ces états-là, on régresse de ouf, donc c'est plus possible. Donc en fait, ça va être laisse, et puis après ça va être longe. En fait, en tant qu'éducateur canin en méthode positive, quand on sait qu'on a un chien qui a été éduqué en full coercitif, on n'enlève pas le contrôle et le cadre tout de suite. Parce que si tu l'enlèves d'un coup, ça explose. Donc en fait, le contrôle et le cadre, on va l'amener sans violence, évidemment, sans coup, mais on peut le garder, par exemple, par une laisse. Tu vois, mettre la laisse, c'est déjà une forme de contrôle. Comme la cage que vous avez mis en place cette nuit-là, que je me vois spécialement en place de cage, hein, mais c'était signe de vraiment, il courait, il était complètement libre, il a explosé et la cage a amené une contention à un cadre. Voilà, ce genre de cadre-là. Et donc ce cadre-là, tu l'enlèves petit à petit. Mais au début, Genep, j'ai carrément fait ce que je ne fais surtout pas avec mes chiens de clients en mode éducation, c'est qu'on lui a dit toujours ce qu'il devait faire. Et fais pas ci, et puis fais pas ça, et pas touche, et tu viens, et au pied, et assis. Et ça, c'est une forme de contrôle. On les a remodelés, on les a appris avec des petites friandises, hein, on est bien d'accord là-dessus. Et en fait, au fur et à mesure, il est redescendu en pression, déjà. Hein, il a créé du lien avec eux, et en fait, on a lâché le contrôle, mais petit à petit. C'est-à-dire que petit à petit, on a mis une longe. Et puis avec cette longe-là, au fur et à mesure, on a essayé plutôt de valider le fait qu'il décroche des personnes tout seul, sans qu'on ait rien besoin de dire, qu'il décroche du chien, qu'il revienne à nous, qu'il devienne de plus en plus autonome. Parce qu'en fait, la grande classe, c'est de n'avoir rien à dire à ton chien parce qu'il sait faire, non pas qu'il t'écoute au doigt à l'œil. Hein, c'est qu'il y a un problème, il y a un manque d'apprentissage là-dessus. Mais au départ, on ne pouvait pas faire ça. J'ai vraiment appris, on a cadré. Et là, marche au pied, c'est comme ça. Et puis ici, c'est pas touche. Et ça, c'est tu laisses. Et là, c'est tu lâches, et là, t'as le droit de faire ça, et ça, t'as le droit de faire ça. Mais c'était obligé de passer par là.
remettre des verrous, mais des verrous sans violence, et puis ensuite les enlever petit à petit, ces béquilles, pour le rendre autonome par la suite. On a dû aussi effectivement passer au bout de quelques cours par la mise en place d'un traitement médicamenteux pour Genep, parce qu'il avait fait des beaux progrès, mais il était arrivé à un palier, vraiment. J'avais plus d'évolution, on voyait bien qu'il était en fait au max de ses capacités en fait. Il pouvait juste pas faire mieux avec les constructions mentales qu'il avait eues. Et le développement de son cerveau, il est fait. On peut le bouger un petit peu, on peut essayer de le faire progresser, augmenter légèrement, manier, mais il n'y a pas de miracle non plus. Hein. Et là, j'ai commencé à leur parler, leur expliquer que ce serait intéressant, là, dans son cas à lui, de penser à ce traitement médicamenteux pour aller encore plus loin, débloquer la situation. Parce qu'en fait, oui, comme je le disais tout à l'heure, avec Genep, on a fait pas mal de choses à travailler. Et notamment, en fait, il a beaucoup évolué assez vite sur beaucoup de choses, mais pas sur le pansement. Ouais. Donc, ce qui était en fait le plus problématique, ça a été en fait, ce qui a été le plus difficile à régler. Le plus dangereux. Et en fait, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, notamment, on a eu un incident avec mon grand-père. Je suis partie une semaine à la montagne voir mon grand-père. Et j'ai été balader Genep dans la montagne avec mon grand-père, lâché, tout allait très bien. J'étais très contente, il avait un très bon suivi naturel, un très bon rappel, tout allait bien. Jusqu'au moment où il a fallu le rattacher. Et là, de nouveau, quand il a compris que j'allais pour le rattacher, il a commencé à décharger. Et il a déchargé sur ce qui était à côté de lui, à savoir mon grand-père. Et là, ça m'a pas du tout fait rire. Parce que, encore une fois, quand ça nous arrive sur nous, on se dit, moi, je me cherchais souvent des excuses en disant, ouais, j'ai mal fait la chose. Sauf que là, mon grand-père était juste sur le chemin, il avait rien fait, il s'adressait même pas au chien, donc rien à voir. Et ça a été l'une de ces fois où, même en se disant, on est dans le positif, j'ai chopé le chien et je lui ai mis une raclée. Parce qu'en fait, c'est pas possible, quoi. On a fait du boulot. Et encore une fois, cette frustration, quoi. Qu'est-ce qu'il me fout, quoi, bordel. Il peut pas continuer comme ça. Donc là, en fait, une nouvelle fois, ça a été la petite période de doute, on va dire, dans notre aventure. C'est-à-dire que il avait fait des sacrés progrès. Et une énorme déception là-dessus, quoi. Le chien, il est pas pour grand-chose, parce que, encore une fois, ça se passe dans sa tête. C'est pas lui qui se dit, tiens, et si j'allais décharger quelque part, quoi. Donc, la semaine-là a été une vraie catastrophe pour moi, parce que déjà, une fois, ça s'est passé avec mon grand-père, mais les balades d'après, moi, je suis rentrée de cette semaine-là, j'avais les bras couverts de bleu, parce qu'il m'avait pincé. Donc là, en fait, notamment, il y a eu un soir où j'ai eu Bastien au téléphone, donc qui était en déplacement, et j'ai dit va falloir qu'on réfléchisse tous les deux, parce que moi en fait on a beau avoir fait des progrès, je le mets au refuge, quoi. Alors il avait refait une descente, parce qu'en fait tu sais, la progression ça fait pas genre tout d'un coup ça va de mieux en mieux, c'est pas vrai en fait, hein. Alors d'une, soit ça peut démarrer par ça stagne et tac ça débloque et ensuite ça restagne, soit ça débloque plein de choses et après tu passes un palier où ça stagne et puis là c'est où ça continue, ou parfois t'as même des petites phases de régression. Petite grosse phase de régression, version Genep, ça s'exprime très bien. Mais du coup, c'est choquant parce que tu le sens comme un état de trahison limite, parce que tu as un moment où tu dis « Ah, ça commence à aller mieux, je vais vers la lumière !» Et tu vois, ça te tombe dessus. Donc, tous tes espoirs, ils sont bâclés. Et donc, c'est normal. D'ailleurs, on en avait longuement échangé sur ce cours-là. On avait beaucoup discuté parce que tu avais été très émue. Très émue cette séance. J'en avais marre, moi j'étais au bout du rouleau, et puis encore une fois, quoi, tu te dis punaise, c'est encore avec moi qu'il a chié, quoi. C'est de la frustration, et là tu te retrouves à dire à Bastien notre chien il a fait des progrès, mais en fait je l'aime, mais je le déteste. Le chien là, je le déteste, je n'en peux plus, il me sort par les trous de nez. je n'en peux plus. Et on a eu une séance derrière, moi j'ai fini en pleurs, hein, clairement. J'étais en pleurs, j'en avais marre. Le chien était parfait en plus avec Manon, parce que c'est aussi ça des fois, l'éducation, c'est le chien vient de me dégommer pendant une semaine et puis il est parfait devant l'éducatrice.
J'ai envie de le dégommer encore plus. Ah oui, mais oui, parce que t'as le positionnement, en fait, et le chien, il associe tellement ma présence après à un moment, à une émotion, que clac, il se cale dessus. Et ça peut très vite arriver, c'est déstabilisant et un peu relou dans le travail, où dès que le chien, en fait, dès qu'on est présent, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien. Et donc, ça peut parfois être même compliqué d'arriver à comprendre concrètement qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas là, nous. Donc, c'est un vrai moment d'échange. Là, de toute façon, c'était tant mieux, parce que je pense que c'était pas un coup où il fallait que je traite Genève, c'était toi qu'il fallait que j'accompagne. Donc, on a beaucoup parlé. Je lui ai dit que l'émotion, elle était légitime, qu'elle avait franchement le droit de ressentir ça, que c'était normal, que je la remerciais, malgré le fait que je ne valide pas les outils de violence sur les chiens quand on n'est pas content, et bien que je la remerciais quand même qu'elle me l'ait dit, parce que ça montrait tout de même le lien de confiance, parce qu'elle savait que j'allais pas m'agacer, que j'allais pas lui hurler dessus, dire mais comment c'est possible que quoi que qu'est-ce, que je savais que eux derrière ils galéraient, hein, d'accord, avec Loulou, parce que c'était effectivement un gros cas, et que pour des néophytes en matière d'éducation, tu te lances dans un gros cadre éduc, faut y aller quand même. Hein. Mais que à partir de ce moment-là, en voyant que ces phases donc de gestion de frustration, ça oscillait de bien à pas bien avec des rechutes, que c'est là que j'ai décidé de leur incorporer et de placer un traitement médicamenteux pour que ça aplanisse un petit peu tout ça. En gros, ça voulait certainement dire que les moments où il ne le faisait pas, il prenait beaucoup sur lui, sur ses épaules, encore et encore et encore, et qu'après il suffisait d'un tout petit bouleversement, genre tu t'en vas en vacances et je pars à la montagne pour que ça décharge complètement, parce qu'il ne peut pas. Ce qui veut dire que sa tolérance, elle était extrêmement faible. Je lui ai dit ça, cette tolérance qu'il a, cette plasticité, cette tolérance microscopique, elle n'est pas assez grande pour une vie citadine, pour ses difficultés mentales. Pour sa race, je me répète, il fallait vite que ça aille mieux, d'autant plus que tu étais vraiment à bout. Et donc, je vous ai renvoyé vers un vétérinaire comportementaliste de confiance qui travaille à Villars-les-Dombes pour qu'il donne un avis là-dessus et savoir s'il pouvait y avoir un traitement où je leur expliquais que c'était pas un échec. Enfin, arrêtez de visualiser les traitements médicamenteux comme un échec. C'est un problème de mettre en place des traitements médicamenteux pour le chien à tire-larigot par Jean-Michel Véto. Ah, mon chien, il aboie dans le jardin et il te le fout sous Prozac, alors qu'en fait, il est juste jamais sorti de son jardin et il n'y a même pas de recherche derrière. C'est ça un problème. Le médicament n'est pas un problème, c'est l'application du médicament qui peut en être un. En soi. Donc, de toute façon, il est excessivement rare, voire même, ou alors c'est un cas dont je me souviens même pas, en fait, c'est d'avoir demandé tout de suite la mise en place d'un traitement. La plupart du temps, on démarre, on voit la résilience du chien, ses capacités, les capacités propriétaires, comment ça évolue, et s'il faut, peut-être aider en supplément avec, soit on démarre par des médecines complémentaires, tu vois, genre CBD, tout ça, homéopathie, si t'en as envie, pour ceux qui aiment bien ça. Et puis, bon, là, pour le coup, c'était pas la peine, hein, enfin, ça, on a mis un peu de CBD, je crois, pour Genève, je me demande ou pas. On en avait parlé, mais très On avait parlé, mais t'en fichais. Au final, on l'a même pas mis en place, on est directement... Non, ouais, on a fait, bon, on va directement passer à la dose. Parce que, ouais, de toute façon, c'était au-delà, hein, c'est pas juste un chien qui est un petit peu stressé, c'était autre chose. Et du coup, je crois que le vétérinaire avait été plutôt d'accord sur ce que j'avais dit. Totalement d'accord. Alors après, déjà, nous, première fois que tu nous en parles, on se dit, on a foiré. Ouais, alors comment vous l'avez vécu Nous, c'est ça, premier instinct, c'est en fait, on a foiré, on n'a pas les épaules et puis on doit passer par là. Manon nous a beaucoup déculpabilisés et le vétérinaire aussi. Et en fait, c'est vrai que nous, on avait beaucoup d'inquiétudes sur la dépendance aux médicaments, à la molécule. C'est le Prozac, c'est de la fluoxétine en fait. Il n'y a pas de dépendance du chien, c'est-à-dire que ça va effectivement agrandir cette zone où le chien peut se contrôler, qui était très courte chez Genep. On veut juste la prolonger un petit peu pour que nous, on puisse lui apporter des clés pendant cette période-là qui sera allongée. Et ensuite, on a commencé le traitement. Et du coup, c'est vrai que nous, ce qu'on avait très peur, c'était d'avoir un chien endormi, en suppi, etc. Ouais. Pas du tout. Genep continue à faire des conneries. Continuer à renifler de partout quand il était dehors, à être content, à remuer la queue, à jouer, etc. Mais juste, en fait, justement, cette période où, avant qu'il explose, au lieu de durer 3 secondes, on avait 30-45 secondes, 1 minute devant nous pour le calmer, pour lui donner autre chose, pour travailler, exactement. Non,
Ouais, t'as un temps pour intervenir, parce que sinon, c'était pas... Ok. C'était un petit peu court, quand même. Et là, on voyait bien que c'était des limites que tu peux difficilement accroître sans passer par de la chimie. De toute façon, dans ton cerveau, ce qui se passe dans ton cerveau, c'est de la chimie pure. Donc, c'est construit de telle façon à ce qu'il parte, il ait une impulsion extrêmement, extrêmement rapide, difficilement vivable dans un quotidien avec des humains, en fait. Toi, tu l'avais vécu comment, du coup, le passage au médicament? Échec aussi. Je pense que de toute façon, là-dessus, on était sur la même longueur d'onde avec Bastien. Au début, c'est sûr, quand tu nous as dit on va en passer par la voie médicamenteuse, tu nous as beaucoup rassurés, c'est sûr. Enfin, je pense que c'est une réaction humaine de se dire au tout début, on n'y est pas arrivé sans, quoi. Tu te dis, enfin, je pense que tout le monde, à un moment ou un autre, on se dit, ouais, j'ai la volonté, je vais y arriver sans, je vais y arriver sans. Et quand on te dit, non, faut que tu te fasses aider. Il y a un peu d'ego, non? Merde. Tu crois Mais c'est sûr. Je crois qu'il y a clairement de l'ego. Il y a de l'ego, c'est sûr. Parce que quand même, tu te lances dans une aventure, tu t'en rends compte au fur et à mesure que tu te lances dans une grosse aventure quand tu pars sur de la rééducation. Et il y a clairement de la fierté et de l'ego quand tu te lances dedans. Clairement. Et nous, comme on dit, là, c'est vrai que maintenant, on est fiers quand on voit les gens qui nous disent vous avez un chien super et tout. Et surtout quand ils connaissent le chien d'avant. Mais voilà, on le dit, on l'assume, on est passé par là. Mais c'est vrai que tu diras, j'aurais bien aimé réussir sans. Mais en fait, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a notre ego, certes, mais il y a surtout le chien. Sa capacité, le bien. Et en fait, et puis le chien, lui, est carrément mieux et carrément plus heureux parce que en fait, il voit les choses beaucoup plus sereinement. Il explose plus, parce que quand il explose, pour lui aussi, c'est pas cool, quoi. Lui, c'est pas agréable. Donc à un moment, il faut aussi mettre son ego et sa fierté de côté et se dire, pour le chien, c'est mieux. In fine, ce sera mieux pour nous aussi. Donc ok, on met ça de côté, puis on y va. Et puis... Ouais, puis il y a un travail à faire sur soi. C'est clairement de l'ego, c'est sûr que ça se joue au niveau de l'ego. Puis comme l'a dit Bastien, déjà l'une des premières peurs qu'on a eues, et là où Manon et le Veto ont fait un super boulot, c'est que tous les deux ils nous ont dit non mais ça changera pas votre chien, il va pas être endormi, c'est pas... Parce que t'as cette peur, tu te dis oh punaise je vais shooter mon chien, autant demain il sera rentemplant et puis voilà quoi. C'est ce qu'on s'imagine, hein. D'ailleurs en fait si jamais un jour vous passez par un traitement et qu'il est comme ça, c'est pas normal. Non, pas du tout. C'est que ça va pas. C'est que c'est trop dosé. C'est que c'est trop dosé, c'est qu'il fait une intolérance, j'en sais rien, mais c'est pas normal. T'es pas censé vraiment ne pas le voir, faut pas exagérer, ça sert à rien. Mais t'es pas censé te dire mais dis donc ce chien sous traitement, ça se voit, il est complètement shooté. Non, c'est que c'est toujours pas le bon dosage, pas la bonne molécule. On faut retourner auprès de son vétérinaire. Normalement, essayer de trouver quelqu'un de spécialisé là-dedans. Et puis si vous avez un vétérinaire qui vous le propose tout de suite dès que vous énoncez un problème avec votre chien sans avoir pris le temps d'échanger avec vous, là par contre vous pouvez vous poser la question de l'intérêt de passer par un traitement médicamenteux ou non. Oui, parce que là, avec Genep, on était déjà bien à 6 mois, je pense, de rééducation quand on a décidé de basculer sur le traitement. C'était c'était loin d'être la première option. On avait quand même loin, parce que déjà, on y allait à reculons, clairement, parce qu'on avait déjà abordé un petit peu le sujet, peut-être 1 mois avant de vraiment basculer. On y est allé parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'en pouvais plus, donc voilà, fallait en passer par là. Et Bastien l'a vu aussi, il a très vite vu que j'en pouvais plus, et que si c'était la solution pour qu'on garde le chien, parce qu'encore une fois, moi je le dis, avec le recul, je le dis, le chien a quand même on a failli le remettre en refuge, quoi. À un moment, j'ai failli baisser les bras, et je pense que j'aurais dit à Bastien, non mais moi c'est plus jouable, il m'aurait suivi, et c'est malheureux, ça aurait été une histoire qui aurait pu très mal se finir, et c'est parce qu'on a eu Manon qui nous a déculpabilisé, un Veto qui a été au top, et qu'on a passé le pas de se dire ok, et qu'on a ravalé notre ego aussi, que là aujourd'hui on a une belle histoire à raconter sur ce podcast là, parce que sinon on aurait pu aussi raconter l'histoire de Genep qui a refini dans un refuge et qui aurait peut-être jamais retrouvé de maître. De toute façon, ce que j'avais dit à May, j'ai dit si jamais on doit en arriver là, moi je reprends plus jamais de chien, quoi. Parce que là pour le coup on parlait de confiance en soi et tout. Là clairement je pense que tu dis j'ai fait l'erreur une fois, je vais pas la refaire, quoi. On apprend de ses erreurs, oui, mais quand tu fais vraiment une grosse connerie, tu dis je la refais pas, quoi. Donc clairement si jamais on en était arrivé là, c'est sûr on reprenait plus jamais de chien, quoi. Mais c'est quand même nécessaire que vous interveniez dans ce podcast parce que moi je pense que ça permet aux autres propriétaires de chiens déjà d'une de se rendre compte à quel point en réalité une rééducation c'est pas tout merveilleux. Mais alors pas du tout, qu'en fait c'est difficile, que en fait même en tant qu'éducateur canin, on a des hauts, on a des bas, on a ça fonctionne, ça fonctionne pas, et puis en fait parfois je bosse le chien et puis en fait non, il faut complètement que je change de consigne et je vous fais bosser complètement autre chose, parce que c'est une recherche, c'est un travail qui est fait en commun, et démystifier, enlever le tabou autour de la rééducation, des difficultés, de ses limites.
de ces moments où vous aviez eu le doute, où tu t'es retrouvé à devoir dos au mur réutiliser parfois même de la violence, omettant tout ça, tout ce rapport, cette éthique, parce que tu étais arrivé au bout de ce que tu pouvais donner. Mais ça aussi, il faut en parler, des erreurs, du comment est-ce qu'on en arrive là et tout ça. Et puis après, là, j'aime bien, parce qu'on a choisi une histoire qui se termine bien aussi. Et tout est bien qui finit bien. Mais du coup, non, c'est quand même super important de savoir concrètement qu'est-ce qui se passe. C'est pas genre, comme on voit les éducateurs canins, là, sur Internet ou YouTube, avec des chiens, ils le montrent, blablabla, il est agressif, puis tu sais, genre 5 minutes après, il se tient à carreau et ça fait des belles images et tout ça. C'est pas vrai, en fait, une rééducation, ça prend des mois. Donc si vous avez quelqu'un qui se vante de rééduquer votre chien en l'espace d'une séance ou deux, ou en 3 jours par exemple, eh bien c'est pas bon signe, hein. C'est peut-être que ça va fonctionner avec lui, mais qu'une fois que vous récupérez le chien à la maison, c'est reparti pour un tour, quoi. Parce que c'est pas parce que l'éducateur y est arrivé qu'avec vous, ça va être pareil. Comme je disais tout à l'heure, Genep, en cours d'éducation, il était parfait. Non, mais c'est aussi ça. Effectivement, c'est important de souligner, la rééducation, c'est aussi, même pour beaucoup pour les propriétaires, c'est des remises en question, c'est des moments compliqués parce que le chien, encore comme je le disais tout à l'heure, le chien on l'aime, mais en même temps on en arrive à un point où à un moment on a envie de le faire passer par la fenêtre, quoi. Donc c'est loin d'être tout rose, mais c'est ce qui fait aussi que une fois qu'on est arrivé, et on y est arrivé, c'est d'autant plus plaisant. Parce qu'en fait, quand on regarde notre chien aujourd'hui, on se dit, mais c'est que de l'amour, ce chien-là. Et ce qui lui est arrivé, c'est pas de son fait, ça a été un enchaînement de mauvaises décisions, y compris nos décisions à nous. Et aujourd'hui, on a enfin réussi à trouver un équilibre avec lui. Et il est juste au top maintenant. C'est un chien... Tu sais, un enchaînement de mauvaises décisions, j'aurais pas beaucoup de personnes qui auraient pu s'occuper de Genep, hein. Je veux dire, Genep, il avait des difficultés, des limites, que ce soit vous ou pas vous. Et en fait, s'il n'était pas tombé sur vous, non, je vous donne de l'amour comme ça, je vous en donne. Là, c'est notre ego qui reprend. C'est votre ego, je vous en donne. Mais s'il n'était pas tombé sur vous, ben en fait, il n'y a personne qui aurait pris Genep et qui aurait pu amener une rééducation comme ça. Hein, c'est qui les gens là qui se tapent 8 mois de rééducation avec un chien qui te couvre les bras de bleu, hein? Qui fait ça? Eh ben c'est vous. Non mais c'est vrai, il aurait fini en jardin, il aurait fini dans des clubs comme vous avez expérimenté au début, ou peut-être pas du tout parce que c'est un croisé Amstaff et qu'il était dans un refuge pas très conseillé du secteur. Donc du coup non, en fait il y a eu des mauvaises prises de décision, disons que oui, effectivement, peut-être pas partir sur un cadre rééduc quand on sur un premier chien, peut-être pas dans ce refuge là, peut-être pas ces méthodes là d'éducation, mais en vrai vous avez quand même vite pris des ça veut dire que moi je suis une bonne décision, vous avez quand même vite pris la bonne décision. Ça c'est pour mon ego à moi. Cadeau. Bon, c'est trop cool. Et du coup, la vie aujourd'hui avec Genep, alors elle ressemble à quoi? Des câlins, il vient nous réveiller le matin. De la confiance. Ouais, de la confiance. De la confiance. Au-delà de la confiance, c'est un chien qui aujourd'hui nous étonne encore. Et il y a des situations où des fois on se dit on tente pas, on tente. Et là tu te dis, allez, j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait un travail sur lui, on a gagné en confiance. Ouais, en confiance en nous et en confiance au chien aussi, parce que ça c'est un truc qu'on apprend vraiment avec Manon, c'est que quand t'as un chien comme ça hyper réactif, t'as tendance quand même à le brider sur pas mal de choses pour pas prendre de risques. Mais à un moment, si tu veux qu'il fasse des progrès, faut quand même entre guillemets se lancer, quoi. Donc faut le faire raisonnablement et quand même avoir comme on dit un peu du contrôle sur la chose. On va pas l'emmener dans une crèche, quoi. Attends, je vais y revenir sur les enfants après. Mais voilà, il faut quand même le mettre en situation de réussite. Et donc faut quand même à un moment lui faire confiance. Et notamment, c'est vrai que là où il nous étonne de jour en jour, c'est notamment avec les enfants. Donc on a des enfants dans notre entourage, un qui a 5 ans et un qui est vraiment petit, qui va avoir 1 an. Alors par contre, on le dit de suite, il y a énormément de travail sur le chien, il y a aussi énormément de travail sur les enfants. C'est-à-dire que nous, l'enfant, celui qui est en âge en tout cas de comprendre, qui a 5 ans, il est au courant que c'est un chien, donc on lui saute pas dessus. On n'arrive pas par derrière, on lui tire pas l'oreille, a des dents. On lui retire pas ce qu'il a dans la gueule, enfin etc. Et surtout, il sait qu'il doit jamais se retrouver tout seul dans une pièce avec le chien. Donc le gamin, il est mignon parce que du coup, quand il rentre dans une pièce qui a le chien, il y a le chien, je peux pas rentrer tout seul. Donc il demande à ce qu'un adulte vienne avec lui. Mais par contre, quand ils sont proches tous les deux, il y a toujours un adulte, enfin May ou moi derrière eux. Mais
tu les vois, franchement, ils sont tous les deux. Le chien dort, le petit va se poser tout délicatement C'est sur de le chien en lui l'amour. posant une caresse et ils commencent à se faire un câlin tous les deux. Et en fait, bah là, tu dis, ouais, franchement, on a fait un beau job, tu vois. Ou le petit de 1 an qui commence à marcher à 4 pattes et qui se rapproche du chien, qui lui met la main sur la patte, et le chien qui le renifle, qui lui fait une lèche et qui passe à autre chose, tu vois. Bah, tu dis, voilà. C'est ça. Le chien aujourd'hui, on a une confiance en lui, on a repris confiance en lui et il nous le rend bien, quoi. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Tout à Dans fait. le contrôle visuel d'être là. Et Exactement, Oui, il faut bien sûr. faire attention. Que les accidents, de toute façon, on le sait, hein, c'est des chiens de l'entourage, de la famille, etc. Donc tout le temps, on est tout le temps là. Mais le chien, c'est de l'amour. Les enfants, il est vachement plus doux avec les enfants qu'avec les adultes. Ça, c'est quelque chose. C'est aussi la race. Hein. De toute façon, les Amstaff, on s'est renseigné après l'avoir adopté. Les Amstaff, il faut pas oublier qu'à la base, à la toute base, avant d'être des chiens de combat et tout, c'était des chiens qui étaient pour les nounous en Angleterre. Ils sont adorables avec les enfants. Donc, Genep n'échappe pas à la règle. Il est adorable avec tous les enfants. Il adore ça. Et nous, au quotidien, c'est un chien en qui on a de plus en plus confiance. Il a confiance en nous, il nous le rend très très bien. Et, C'est encore un chien qui est très content quand il y a des gens qui arrivent chez nous. Ouais. On va pas se mentir là-dessus, surtout nos potes. Alors, pour la petite histoire, on prépare notre mariage. À un moment, il était question que Genep nous ramène les alliances. Très rapidement, on s'est dit, le problème, c'est que il aime beaucoup les gens, il aime beaucoup nos amis, et là, il y aura tous nos amis. Mais ça va ne pas. pourra Donc, pas le très faire. rapidement, on s'est dit, on va lui enlever cette tâche. Alors voilà, il est très content quand les gens arrivent. Maintenant, c'est vrai que très rapidement aussi, une fois qu'il a fait la fête, il se pose, qu'on a des amis qui viennent à l'appart, c'est bon, il est lâche, quoi, au bout d'un moment. Ouais, Il vient décroche. prendre sa caresse, éventuellement, s'il a besoin d'un câlin, il vient, il se pose, il prend son câlin pendant 20 minutes, et voilà, quoi. On va pas se mentir, il fait encore des bêtises. Ouais, mais il est ça, pas parfait, mais après, de c'est- toute façon, le jour où on a un chien parfait, On est-ce sera- que on sera déjà, chiant, est-ce peut-être, qu'on peut vraiment avoir un chien parfait? Je ne sais pas, parce que le chien qui sera parfait pour moi ne le sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Mais clairement, non, il est pas parfait. Mais en fait, il nous correspond totalement. Ton seuil aussi, ton seuil de besoin vis-à-vis de ton chien, c'est pas le même. D'accord. C'est On vrai. est passé quand même d'un haut niveau de difficulté. Là, en fait, t'as pratiquement mon regard sur les problématiques des chiens. Comme je passe ma journée, moi, avec des chiens qui ont des gros problèmes, hein, des très très gros problèmes, des chiens qui veulent manger les gens, manger les chiens, manger la maison, tu vois. Et bien, du coup, quand on m'appelle et qu'on me dit oui, fou là là, quand je passe la porte, tu comprends, il met les pattes un peu sur moi pendant une seconde. C'est un problème. Et là, je fais, non. Quand je le rappelle, il revient, mais il attend une seconde. C'est un problème. Et je fais, non. Et en fait, à force d'avoir des chiens qui ont des gros problèmes de comportement, tout le reste, c'est vraiment, ça te met des limites qui sont plus les mêmes que les autres. mais Alors c'est évidemment, sûr. si c'est, on peut entendre par là que je fais en mode hyper laxiste et qu'on travaille pas ça. On le travaille, mais au moins, ça te permet d'avoir un regard différent sur ce qui est appelé un problème de comportement, tu vois. Exactement. Ouh là là, il a fait ça, c'est une catastrophe, il faut qu'on prenne 40 séances pour travailler le problème. Non, non, pas du tout. Ça, on va faire ça en 2 secondes, t'aménages ça comme ça va aller, c'est rien du tout. Hein. Ça dédramatise certaines choses. Hein. Ouais. Ah oui, non, mais totalement. C'est sûr que, ouais, on dédramatise beaucoup de choses. L'échelle des valeurs, elle n'est pas la même, tu vois, au bout d'un moment. Ouais, T'as- parce que bon, si jamais sauter pour faire la fête et lécher, ça devient un problème, Genepi, c'est un chien qui a Des gros d'énormes problèmes. Il est trop plein d'amour. Il lèche tout le temps. Il est infernal. Mais on l'aime. Il a réussi sa rééducation comme un grand. Et puis on est content de l'avoir. Trop cool. Trop bien. J'ai une petite question conseil pour les auditeurs qui souhaiteraient adopter ou qui viennent d'adopter un chien et qui Se se rendent compte renseigner. qu'il va falloir le rééduquer. Quel conseil vous leur donneriez aujourd'hui avec du recul? On va pas le citer, mais n'allez pas dans ce fameux refuge. Non, mais ouais, quand on commence à vous dire que le chien il est pas sorti de son box pendant 2 semaines, quand même vous posez une question sur le refuge, ce qu'il fait pour le chien, quoi. C'est vrai que sur le coup on s'est dit, ouais putain le pauvre et tout, mais nous ça nous a pas mis la puce à l'oreille de se dire voilà. Quand il commence à vous dire que le chien il est parfait, mais qu'arrivé sur le terrain il commence à sauter de partout, à courir comme un maboule et tout, pareil se dire non mais vraiment là, le chien il y a quand même un truc. Enfin voilà, vraiment étudier le comportement du chien. Là, je vois May qui me fait une tête, elle est pas d'accord avec moi. Bah pas forcément, parce que je me dis, en même temps, je pense que tous les chiens auraient peut-être fait comme Genep dans le parc. Ouais. Mais simplement, moi, je serais plutôt du genre à dire ne pas prendre tout pour acquis.
Quand dans un refuge, on vous dit oh, le chien là, parfait, pas de souci. Il y a des refuges où ils vont être très honnêtes et ils vont vous dire directement ouais, là, vous vous aventurez sur quelque chose, bonne chance. Il y a d'autres refuges où ils sont peut-être moins professionnels, ou peut-être qu'ils ont moins le temps, ou peut-être que... On trouvera toujours des excuses, mais il y a des refuges où, bref, ça se passe comme avec nous et on s'attend à avoir un chien parfait. On n'a pas du tout le chien parfait. Il faut juste se dire que quand on arrive face à un cadre d'éducation, en fait, partez pas sur du coercitif. Déjà, franchement, faites pas l'erreur là. On vous parle d'un club canin, un club canin où on vous dit retournez-le sur le dos. Franchement, prenez même pas la peine de rester et de continuer, quoi. Allez ailleurs, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit, c'est pas la personne qu'il vous faut. Et renseignez-vous sur la race, sur des choses. Déjà, avant d'adopter, c'est con, mais même si on a le coup de cœur, regardez si c'est un chien qui peut vous correspondre. Parce que si le husky, vous êtes en appart, que vous êtes tout le temps au boulot, que vous avez 5 minutes le matin pour le sortir, 5 minutes le soir, faites pas ça. Mais la preuve en est, nous, le Hamstaff, comme je dis, les renseignements, on les a pris après. Quand on est normalement constitué et sérieux, quand on va adopter un croisé Hamstaff, on se renseigne avant sur l'Hamstaff. Et un autre conseil, si c'est votre premier chien, que vous voulez quand même partir sur un chien avec éventuellement une petite rééducation et tout, un truc tout con, mais regardez le poids. Là, les problèmes de Genep, il fait 22 kg. Vous faites pareil, mais avec un chien qui fait 6 kg, c'est entre guillemets pas les mêmes problèmes à gérer dans la vie de tous les jours, quoi. Ça peut aussi, entre guillemets, simplifier la tâche. C'est pas la même dangerosité. C'est pas la même dangerosité. Même si nous, on le répète, et notamment aux enfants, on leur dit que même un chihuahua, c'est dangereux. Oui. On leur apprend que un chien, à partir du moment où c'est un chien qui a des dents, c'est dangereux. Mais effectivement, dans la vie de tous les jours, c'est quand même une gestion un peu moins compliquée, quoi. Pour en revenir sur les refuges, tu disais que normalement, dans tous les refuges, quand tu le sors, il court comme un fada. Pour avoir parfois aidé un peu bénévolement un bon refuge, l'autre, donc pas celui-là, on en a deux. Eh bien, comme les chiens sont très régulièrement sortis, donc en fait tous les jours, quand je les avais aidés sur une journée de présentation pour faire les adoptions, et du coup les chiens qu'on sortait, c'était pas sûr, c'était content, tu vois, ils faisaient un petit tour, mais il n'y avait pas de chiens surexcités comme des dingues, en fait. Non, mais après c'est sûr que le refuge là, pas à ce niveau-là, quoi. 2 semaines, de toute façon, sans, tout le monde serait au taquet. Oui, non, mais à Lyon, on a bien l'exemple d'un refuge qui se passe bien, il y a un refuge qui se passe pas bien, quoi. Mais après, faut pas que ça décourage. On y est arrivé, alors on est très content d'y être arrivé. On dit que ça aurait peut-être été différent avec d'autres couples et tout, mais il y a plein de gens qui sont capables d'y arriver. Ne prenez pas un chien comme ça pour votre premier chien, clairement. S'il y a une connerie qu'on a faite, c'est celle-ci. Si vous avez l'habitude des chiens, si vous avez déjà eu des cas de rééducation, après, vous n'avez pas forcément de conseils de recevoir de nous, mais lancez-vous, parce que c'est franchement des histoires. Nous, c'est notre premier chien et ça restera Genep. Histoire de vie, hein. Ouais, clairement, c'est... Ouais, mais là, après, on parle de gens qui ont un cadre de rééducation. À mon avis, s'ils se retrouvent comme nous, ils n'avaient pas prévu la rééducation. Moi, je parle... Enfin, pour des gens qui sont comme nous, imaginons, qui ont pris un chien en pensant qu'il allait être parfait, clean et tout. Déjà, aussi, écoutez-vous. Moi, c'est un conseil que j'ai avec Manon, ce qui a fonctionné, comme elle le dit, c'est qu'à un moment, il faut s'écouter. Quand ça va pas, quoi. Faut pas se chercher à dire ah non, mais moi, mon chien, mais génial, tout va bien, il y a pas de souci, il vient de me défoncer le bras, mais nickel. Oui. Je pense qu'à un moment, il faut aussi être capable de se dire bon, je m'en sors pas, j'ai besoin d'aide, on y va. Et pareil pour le passage aux médicaments, si vous y êtes pas arrivé et qu'il faut y aller, c'est pas... En fait, déjà, la phrase que je viens de dire est pas bonne, parce que c'est pas que vous n'y êtes pas arrivé, c'est que vous avez déjà tout donné et qu'il faut juste l'accompagner un petit peu plus avec à côté un accessoire qui va vous aider. Et en fait, c'est pas grave. Il faut arrêter de dramatiser. En fait, il y a aussi cette pression. Quand on a un chien, il faut qu'il soit tout le temps parfait, de partout, tout le temps, qu'il sache faire un assis parfait, un coucher parfait. Notre chien a un assis qu'il fait quand il en a envie. Il le fait quand il y a à manger. Clairement, quand il y a à manger. À un moment, c'est bon, quoi. C'est pas parce que le chien de mon voisin, il a un assis parfait qu'à côté, mon chien va pas être meilleur sur d'autres situations. Tous les chiens ne sont pas égaux et encore heureux. C'est exactement pareil que nous. On n'a pas les mêmes personnalités. Un chien n'a pas une personnalité définie qui va être la même pour toute sa race. Donc, c'est pas grave. Il a pas le assis. Mon Dieu. Et c'est quoi ? Au final, peut-être que lui, c'est faire un roulé-boulé et qu'il sera hyper heureux de l'avoir fait, quoi. Non, franchement, je pense qu'à un moment, il faut se déculpabiliser, il faut se rendre compte que c'est pas facile, que ça va pas être facile tous les jours, que c'est normal qu'il y ait des jours où vous allez vous dire « Putain, mais on n'y arrive pas, quoi, on n'y arrive pas. » Ouais, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, mais peut-être que demain, ça ira mieux. Et ça fait partie de la rééducation, en fait.
Je vais vous poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à votre vie d'avoir Genep et de vivre toute cette aventure avec lui? Une fierté déjà, d'avoir réussi quelque chose, vous savez, comme on le disait, on avait pris en refuge pour sauver un chien. Là, je pense que Il est bien sauvé. On est bien là. Je pense qu'on est pas mal. Et un truc tout con, mais nous on a vécu ça en couple. Et je pense que dans le couple aussi, c'est une belle histoire qu'on a racontée, qu'on a vécue ensemble. Et à un moment, je l'ai dit, ça a été un test pour le couple. Je pense que ça nous a renforcé aussi dans notre relation parce qu'on a vécu ça ensemble et on l'a traversé ensemble. Voilà. Donc c'est aussi Genep, c'est aussi le ciment de notre relation à tous les deux, quoi, clairement. Vous avez réussi un projet ensemble, quoi. Exactement. Et c'est cette petite notion de se dire, nous on l'a beaucoup, on le dit souvent, mais c'était un petit échec qui au final s'est transformé en une belle réussite, quoi. Donc ça nous a apporté remue-ménage considérable, mais derrière beaucoup de fierté et beaucoup de bonheur, parce qu'aujourd'hui c'est que du bonheur le chien là. Donc, et puis on pense, il parle pas, mais on pense en tout cas que pour lui aussi, on pense qu'il est heureux, quoi. On espère en tout cas, mais on pense qu'il est heureux. Il a une belle vie qui lui va. Qui nous supporte. Qui nous supporte aussi. Ça va pas être facile pour lui aussi d'avoir nos conneries, mais voilà. Et pour toi, Manon, ce travail avec Genep, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, je suis dans un cas un peu particulier parce que, comme je vous l'ai dit, Genep, il m'avait quand même attrapé le bras et là, pour le coup, ça a été une remise en question de mes clés de sécurité. Donc de mes évaluations, de demandes avant au téléphone, tout ça. Donc là-dessus, depuis, je n'ai pas réitéré cette erreur-là, donc ça va mieux. Hein. Pas de bleu à mon actif, tout va bien. Et puis, surtout, à vrai dire, ça a fait partie des gros cadres que j'avais avec des profils de personnes qui pouvaient du coup appliquer ce que j'étais en train de demander. Parce que comme vous l'avez pu l'entendre, il y a eu des hauts. Il y a eu des « waouh, c'est génial, c'était super », on passait 1 heure à dire qu'il était extraordinaire, et puis le cours d'après, non, il a mangé mon père, et... attends, je façon de parler. Il a mangé mon grand-père, il a passé toute la semaine, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, donc des remises en question, des changements de protocole. En fait, moi, intellectuellement, c'est très intéressant, parce que ça me pousse à devoir toujours me remettre en question, et encore essayer de trouver une énième solution qui va être bon pour lui à cet instant-là. Parce qu'en plus, quand tu mets un truc en place, c'est pas forcément bon dans la durée, donc c'est sacrément particulier. C'était intéressant aussi au niveau de l'accompagnement humain, parce que moi c'est un peu ma spécialité aussi. J'adore la rééducation, mais je me cadre et je m'axe surtout sur comment communiquer, comment vous faire apprendre et comment vous coacher et vous suivre vraiment en tant qu'individu. Et puis aussi le plaisir d'avoir un résultat. Parce que c'est pas forcément tout le temps le cas. Alors, Dieu merci, généralement, dans 95% du temps, c'est oui et ça se passe bien, quand même, j'ai un bon score. Mais c'est quand même toujours plaisant de voir les chiens partir aussi bas et arriver à ce niveau-là de qualité de vie, surtout, parce que c'est ça l'objectif, c'est augmenter la qualité de vie des propriétaires et du chien, sécuriser. Et après, franchement, tout le reste, que ce soit tout merveilleux avec un assis ou un panier parfait, c'était pas l'objectif. C'est pas pour ça que tu m'appelles. Cet accompagnement-là, il était quand même toujours enrichissant. De toute façon, à chaque nouveau profil, chaque nouveau client, c'est toujours une remise à zéro et toujours une recherche du qu'est-ce que je peux faire plus, comment est-ce que je peux accompagner, de remise en question. Enfin, c'est le plaisir de mon métier et c'est ce qui fait que je continue à le faire avec autant de passion depuis le début. Trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos auditeurs? Moi, il y a un compte Instagram, mais alors, ils connaissent déjà normalement s'ils ont déjà écouté tes podcasts parce que tu l'as déjà accueilli. C'est Tofu Shiba Inu. Et notamment, elle parle beaucoup justement du manger sans gamelle. Et donc, elle donne pas mal d'astuces là-dessus et tout. Et donc, si vous avez un compte à suivre, en plus, son histoire aussi est hyper intéressante. Ouais. Oui, il y a d'autres gros cadres éduques aussi que j'ai eu. Donc, ce compte Instagram-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est hyper intéressant. Après, globalement, des ressources, il y en a quand même pas mal sur Internet. Parce que, mais méfiez-vous. Oui, il faut se méfier. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas de grosses ressources. Là, j'ai aussi un livre qu'on avait lu. Et moi, ça m'a beaucoup aidé pour créer du lien en fait, avec Genep. C'est rendre son chien heureux. Notamment, un truc tout bête, mais à l'époque où c'était un petit peu compliqué avec Genep, je lui faisais des massages. Et dans le livre-là, ils expliquent bien l'intérêt des massages pour créer un lien avec son chien et tout. Et je sais que Genep, il kiffe ça. Des détentes, donc, franchement, le livre-là est vraiment pas mal. D'Élodie Martin et Françoise Claustre.
je crois que ça se prononce comme ça. Rendre son chien heureux. Et vraiment, il est sympa et il aborde pas mal de sujets sur l'éducation positive. Et le canicross, faites du canicross avec vos chiens si vous pouvez. Faites du canicross. Ne faites pas n'importe comment, mais faites-le, franchement, les chiens adorent. Enfin, nous, en tout cas, Genep adore le canicross. Quand on sort le harnais, il est trop content. Et pour le coup, quand on court, alors là, il y a plus rien qui compte, il renifle plus, c'est ok, on court. Vas-y, viens derrière moi, je te tire, on court le plus vite possible, le plus longtemps possible. Alors, il adore ça, donc... Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre vos aventures ? Pour suivre les aventures de Genep, on lui a créé une page Instagram avec Genep the Dog. Et du coup, on peut suivre ses quelques aventures et surtout ses quelques bêtises, parce que j'aime bien publier ses bêtises. Mais Genep, à côté de ça, il est cool. Trop cool. Et pour toi, Manon ? Ah oui, alors pour moi pareil, j'ai une page Instagram et c'est gooddoggy.educ. J'ai aussi bien évidemment un site internet gooddoggy.educ. Non mais je me suis pas vraiment embêtée dans les intitulés des noms. J'ai eu fut un temps, parfois il est ouvert, parfois non. Aussi une page Facebook gooddoggy. Et puis c'est déjà pas mal quand même pour me contacter. Mais n'hésitez pas, le plus intéressant tout de même, c'est d'arriver à me suivre sur ma page Instagram parce que je publie beaucoup de stories qui partagent avec vous mon quotidien d'éducatrice avec mes clients, des conseils. Et sur concernant les photos, on va avoir des photos de June, mon chien, et June. Encore June. Voilà, principalement. Mais il est beau, June. Ouais, c'est ça. Il est merveilleux. Bon, merci beaucoup à tous les trois. Merci. J'étais ravie de vous accueillir Merci beaucoup. dans cet épisode et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Manon, Maïwen et Bastien et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qu'il pourrait aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @genepthedog, @gooddoggy.educ et @lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site, laniche-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!